Ils ont ri comme si c'était une mauvaise blague. Ses frères et sœurs n'en revenaient pas que leur père lui ait laissé une station-service en ruine au lieu d'un peu d'argent. « Prends les 25 000 € et oublie tout ça », se moquait-il. Mais tout a changé lorsqu'elle a découvert une vieille clé en laiton et ouvert la porte cachée en dessous. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Elle n'avait pas hérité d'un tas de ferraille. Elle venait de mettre la main sur un secret valant 200 millions, un secret qui pouvait tous les faire tomber. À l'intérieur du Mel's Diner, les néons bourdonnaient doucement, projetant une lumière pâle pendant que Caterina Rossi portait avec précaution 3 assiettes d'œufs et de pommes de terre sautées empilées sur son bras. Son uniforme était couvert de taches, souvenir d'un long service en double qui avait commencé avant l'aube. Des ombres discrètes marquaient le dessous de ses yeux, mais elle accueillait quand même les clients avec un sourire doux. « Commande prête pour la table 7 », annonça-t-elle en déposant les plats devant une famille en vacances. « Est-ce que je peux vous apporter autre chose ?» demanda-t-elle. Le père ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Non, c'est bon », marmonna-t-il. Caterina hocha poliment la tête et s'éloigna, jetant un coup d'œil furtif à sa montre. Encore 2 heures avant la fin de son service. Ensuite, direction l'école pour récupérer les jumelles. Martha et Ludovica avaient 12 ans maintenant, curieuses et pleines de vie, avec les yeux bruns foncés de leur père et la volonté farouche de Caterina. Penser à elle lui redonnait un peu d'énergie, même lorsque ses pieds lui faisaient de mal et que son dos la lançait à force de porter des plateaux. En remplissant les tasses de café, son téléphone vibra dans sa poche. Normalement, elle ne le consultait pas pendant le travail, mais le nom de l'école s'afficha sur l'écran. Elle s'excusa rapidement et décrocha. « Madame Rossi, ici le directeur Galli. Je vous appelle à propos de Ludovica. » L'estomac de Caterina se noua. « Elle va bien ? Elle n'est pas blessée, mais il y a eu un incident avec un autre élève. Il semblerait que des remarques aient été faites sur votre situation actuelle. » Ludovica a réagi assez vivement. « Elle a dit quelque chose ?» demanda Caterina les yeux fermés. « Elle n'a frappé personne, mais sa réponse a été colorée. Nous devons vous rencontrer. Je fais un double service aujourd'hui, on pourrait... » Madame Rossi, c'est la 3e fois ce mois-ci. Caterina regarda en direction de son responsable, déjà en train de lui lancer un regard désapprobateur depuis l'autre côté du dîner. « J'arrive dans une demi-heure, » dit-elle, sachant très bien ce que cela allait lui coûter. Salaire perdu. Patience de son patron épuisé. Malgré tout, après un échange tendu, elle se précipita vers sa vieille voiture, une berline de 15 ans à la peinture écaillée et à la portière passager capricieuse. Pendant le trajet vers l'école, son téléphone sonna à nouveau. Le nom de son frère, Marco, apparut à l'écran. Elle hésita, puis activa le haut-parleur. « Allô ? Caterina, t'étais où ? Je t'ai appelé toute la matinée, » dit Marco, agacé. « Je travaille, Marco. Tout le monde n'a pas un bureau et une assistante. » Il ignora la remarque. L'avocat de papa a appelé. La lecture du testament est prévue pour demain à 14 heures. Les mains de Caterina se crispèrent sur le volant. Cela faisait 6 semaines que leur père était décédé, 6 semaines à ravaler sa peine tout en s'occupant de nourrir et habiller ses filles. Alessio Rossi avait été son pilier, le seul dans la famille à la comprendre vraiment. Maintenant qu'il n'était plus là, la douleur restait vive. « J'ai un service demain, dit-elle. « Annule-le, répondit Marco. C'est important, Caterina. » Il voulait dire que le reste de la famille serait présent. Lui, leur sœur Sarah, leur conjoint, tous les réussis. Pas comme son ex-mari David, qui était parti avec sa secrétaire 3 ans plus tôt et vivait désormais confortablement au bord d'un lac pendant qu'elle luttait pour payer un petit loyer. « Je vais essayer, dit-elle doucement. Je ne promets rien. » Marco poussa un long soupir. « C'est pour ça que papa s'inquiétait toujours pour toi. Tu ne mets jamais les bonnes choses en priorité. » Avant qu'elle puisse répondre, il continua. « Sarah et moi, on s'est occupé des funérailles, des avocats, de tout. Pendant ce temps, toi, tu retournes des crêpes. La moindre des choses, c'est que tu viennes. »
Katerina entra sur le parking de l'école, les mains tremblantes de frustration et de peine. « Je serai là, dit-elle. Je dois y aller. » Elle raccrocha avant qu'il ajoute autre chose, prenant un instant pour se calmer avant de pénétrer dans l'établissement. Voilà sa vie maintenant, courir entre le travail et l'école, encaisser les jugements de ses frères et sœurs et porter le chagrin de la seule personne qui avait cru en elle. La réunion se passa comme elle s'y attendait. Ludovica restait sur le côté, les bras croisés, l'air fermé, pendant que le directeur exprimait ses inquiétudes sur sa manière de gérer les choses. Une autre élève, Béatrice, dont la mère présidait l'association des parents, aurait dit que les vêtements de Ludovica semblaient venir d'une benne à ordures. En retour, Ludovica avait répliqué avec des mots tranchants sur Béatrice et sa famille. Le visage du directeur était grave pendant qu'il expliquait la situation. Katerina se tourna vers sa fille, assise droite, le menton levé, les larmes au bord des yeux, mais le regard déterminé. « Je comprends que la réaction de Ludovica n'était pas idéale, » dit Katerina doucement, « mais on dirait que Béatrice s'en est prise à elle parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. » Le directeur Galli se racla la gorge. « Nous allons bien sûr parler aussi avec les parents de Béatrice, mais vu le comportement récent de Ludovica, nous pensons qu'il est temps d'envisager un suivi psychologique. » Un suivi. Une autre dépense que Katerina ne savait pas comment elle pourrait couvrir. Cela voudrait dire encore réduire un budget déjà très serré. « On va s'en occuper à la maison », assura-t-elle en posant une main rassurante sur l'épaule de Ludovica. Alors qu'elle marchait vers la voiture, Ludovica rompit enfin le silence. « Je ne regrette rien, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Elle dit des choses comme ça tout le temps. » Katerina déverrouilla la portière. « Je sais que c'est dur, mais on ne peut pas laisser ce genre d'enfants voir qu'ils nous ont blessés. » « Papa m'aurait laissé lui répondre, » marmonna Ludovica en s'installant sur la banquette arrière. Il disait que parfois, il faut se défendre. Une vague de tristesse submergea Katerina. Depuis le divorce, David apparaissait seulement quand cela lui convenait, certains week-ends, 1 ou 2 réunions à l'école. Il avait un bon travail, mais la pension alimentaire arrivait quand il y pensait. Et pourtant, pour les filles, il restait celui qui s'amusait, celui qui les comprenait vraiment. « Ton père dit beaucoup de choses, » répondit Katerina d'un ton calme. « Mais ce n'est pas lui qui reçoit les appels du directeur. » Ludovica ne répondit rien, les yeux fixés sur la fenêtre pendant que la ville défilait. Martha serait déjà à la maison, sans doute affamée et inquiète pour sa sœur. Katerina avait juste le temps de préparer un repas rapide avant de retourner travailler pour rattraper les heures et le salaire perdu. En tournant dans leur rue, Katerina aperçut un SUV noir garé au bord du trottoir. Sa sœur Sarah se tenait à côté, élégamment vêtue d'un tailleur sur mesure, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, ses lunettes de soleil toujours sur le nez malgré le ciel couvert. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» demanda Ludovica. Katerina se gara, se préparant intérieurement. Sarah ne venait presque jamais, et jamais sans raison. « Tata Sarah !» appela Ludovica en s'approchant, la voix soudain joyeuse. Katerina reconnut la stratégie. Ludovica avait compris qu'un ton enjoué agaçait Sarah, qui semblait toujours s'attendre à ce que leur vie soit triste. Sarah retira ses lunettes, révélant un maquillage impeccable qui ne laissait rien paraître du deuil de leur père. « Ludovica, ma chérie, » murmura-t-elle en lui faisant des bises dans l'air. « Comment tu tiens le coup ?»« Ça va, » répondit Ludovica avec un sourire. « Ma maman m'apprend à faire les empanadas spéciales de papa. » Les yeux de Sarah glissèrent un instant vers Katerina, laissant passer une lueur. Irritation? Surprise? « Comme c'est mignon, » dit-elle d'un ton froid, très thérapeutique. « Katerina, on peut parler ?» À l'intérieur de leur petit appartement, Martha était installée à la table de la cuisine, ses livres éparpillés. Elle leva les yeux, son visage s'éclaira un instant, avant de retrouver son expression habituelle, plus réservée. « Tata !» dit-elle poliment en lui faisant un bref câlin que Sarah lui rendit avec une certaine raideur que Katerina ne manqua pas de remarquer. « Les filles, allez dans votre chambre pendant que je parle avec votre tante, » dit Katerina en posant son sac. Une fois les jumelles parties, Sarah observa longuement l'appartement.
Son regard s'attarda sur le canapé usé, la vaisselle dépareillée en train de sécher, la tache d'eau au plafond que le propriétaire n'avait toujours pas réparée. « Marco a dit que tu lui compliquais les choses pour demain, » dit-elle. « Je ne compliquais rien, » répondit Caterina épuisée. « Je disais juste la vérité. Je travaille. » C'est le testament de papa, Caterina. Je suis sûr que même toi, tu peux trouver quelques heures de libre. Même toi. Ces mots frappèrent comme un coup. Même toi. Celle qui avait gâché son mariage, celle qui n'avait pas terminé ses études, celle qui servait des plats à presque 40 ans. « J'ai déjà dit à Marco que je viendrais, » répondit Caterina calmement. « C'est pour ça que tu es venue ?» Sarah s'approche de la petite fenêtre, regardant le parking. « En fait, je voulais te prévenir. Marco et moi, on a examiné les finances de papa. » Quelque chose dans son ton fit se raidir Caterina. « Et alors ? Ce n'est pas bon. Cette station-service est dans le rouge depuis des années. Il y a des impôts impayés, d'anciennes dettes. » Sarah se retourna, le visage soigneusement arrangé pour paraître concerné, mais épuisé. Papa n'était pas vraiment un homme d'affaires avisé. Caterina sentit sa poitrine se serrer. « Il a élevé 5 enfants et a payé vos études à toi et Marco, uniquement avec ce qu'il gagnait de cette station-service. » « C'était il y a 20 ans, répondit Sarah, avant que les grandes chaînes n'envahissent tout. Ces dernières années ont été dures. Marco et moi, on l'aidait à garder la tête hors de l'eau. » Caterina cligna des yeux. « Il ne m'a jamais dit ça. » Sarah esquissa un sourire crispé. « Bien sûr que non. Pas à toi. Il a toujours voulu passer pour ton protecteur. » Les mots la touchèrent en plein cœur, parce qu'ils n'étaient pas faux. Alessio avait toujours pris sa défense, contre les moqueries à l'école, contre les remarques de leurs frères et sœurs, même contre les paroles dures de David. Il avait été là quand elle avait quitté la fac pour épouser David, quand elle avait mis ses rêves de côté pour soutenir ceux de son mari. « Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ?» demanda Caterina à voix basse. « Parce que ce n'est pas simple, » répondit Sarah. « Il y a des dettes, des problèmes juridiques, le bien immobilier. Marco et moi pensons qu'il vaut mieux qu'on s'en occupe. » Elle fit un geste vague vers l'appartement. « Tu as déjà assez à gérer, avec tout ça. »« Je veux aider, » dit Caterina avec fermeté. « C'était mon père aussi. »« Bien sûr, » dit Sarah, sa voix soudain plus douce, mais teintée d'une supériorité subtile. « Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que tu sais du droit des successions ou de gestion immobilière ?» Avant que Caterina ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. David entra, encore en costume, l'air furieux. Il jeta à peine un regard à Sarah et se dirigea droit vers Caterina. « Où est Ludovica ?» lança-t-il. « L'école m'a appelé. » Caterina sentit la tension lui monter aux tempes. « Elle est dans sa chambre. » « C'est déjà réglé. »« Réglé ?» s'énerva David. « C'est la 3e fois ce mois-ci, Caterina. »« Je vais y aller, » dit Sarah d'un ton fluide, clairement mal à l'aise face à la scène. Elle attrapa son sac et glissa devant David avec un rapide « Ravi de te voir ». Une fois la porte refermée derrière elle, David baissa d'un ton mais resta tout aussi tendu. C'est exactement ce que j'ai évoqué lors de notre dernière discussion sur la garde. Les filles ont besoin de stabilité, tes horaires, ton logement, rien de tout ça n'est sain. Caterina n'en pouvait plus. Tu sais ce dont elles ont vraiment besoin? D'un père qui paie la pension, d'un père qui n'annule pas ses week-ends parce que sa nouvelle femme a quelque chose de prévu. La mâchoire de David se crispa. « Marisa et moi avons des engagements, » dit-il. « Si tu avais accepté la promotion au cabinet d'assurance, on n'en serait pas là. J'ai refusé parce qu'ils attendaient de moi que je travaille 60 heures par semaine sans flexibilité, » répliqua Caterina. « Je verrai encore moins les filles, pour à peine plus d'argent. » David n'avait jamais compris. Il avait toujours pensé qu'elle ne faisait pas assez d'efforts, oubliant que d'autres mères célibataires avaient des soutiens, des ex impliqués, ou au moins des pensions versées régulièrement. Il jeta un œil à sa montre. « J'ai un dîner, dis à Ludovica que j'attends mieux de sa part. Et Caterina. »
ajouta-t-il d'un ton faussement inquiet. Essaie de te ressaisir. Pour les filles. La porte se referma. Caterina s'y adossa, épuisée. Elle aurait dû se préparer pour son service du soir, pas gérer les dégâts laissés par son ex-mari ou sa sœur. Mais le loyer ne patientait pas, et son travail non plus. La porte de la chambre grinça doucement et Martha passa la tête. « Papa est parti ?»« Caterina hocha la tête et esquissa un sourire. « Il avait une réunion. »« Sortez toutes les deux. Je dois préparer le dîner avant de repartir. » Alors qu'elle attrapait le paquet de pâtes, Ludovica entra, les bras croisés, le regard sombre. « Je l'ai entendu, » dit-elle. « Il pense qu'on devrait vivre avec lui et Marisa. »« Il n'a pas dit ça, » répondit Caterina. « De toute façon, il ne veut pas qu'on soit là, » murmura Martha. « Marisa nous appelle les bagages, quand elle pense qu'on n'écoute pas. » Caterina se figea, la casserole à la main. « Elle a dit quoi ?» Ludovica acquiesça. La dernière fois qu'on y était, elle était au téléphone avec une amie et a dit qu'elle était coincée avec les bagages tout le week-end. « Pas étonnant que je n'ai plus envie d'y aller, » ajouta-t-elle. C'était la première fois que Caterina entendait cela, et son estomac se noua, mais elle retint sa colère et parla avec prudence. « Je vais en parler à votre père. »« Non, » dirent les deux filles en même temps. « Il dira juste qu'on invente, » dit Martha. « Et Marisa sera encore pire la prochaine fois. » Caterina regarda ses filles, sages, bien au-delà de leur âge, portant déjà plus que ce qu'un enfant ne devrait. Elles avaient déjà tant perdu, leur grand-père, un foyer stable, le sentiment de sécurité. Elles faisaient face à des camarades cruels, une belle-mère indifférente et un père qui venait et repartait selon son bon vouloir. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. Les filles échangèrent un regard, un de ces silences complices que Caterina trouvait encore mystérieux. « On va bien, » dit enfin Ludovica d'une voix posée. « On sait comment gérer ça. »« Juste, ne nous oblige pas à y aller trop souvent. » Caterina hocha lentement la tête. « D'accord, mais si ça empire, vous devez me le dire. » En préparant le dîner, juste des pâtes avec une sauce en bocal, bien loin des plats pleins de saveurs que son père cuisinait autrefois, les pensées de Caterina revinrent aux mots de Sarah et à la réunion du lendemain. Que voulait-elle dire exactement à propos de l'état financier de la station-service? Estrella Gas appartenait à la famille depuis des décennies. Petite, en retrait à la sortie de la ville, elle n'avait que quelques pompes et une minuscule boutique. Elle n'attirait pas les foules, surtout avec les nouvelles chaînes à proximité. Mais son père avait toujours réussi à s'en sortir, du moins c'est ce qu'elle croyait. Avait-il été en si grande difficulté qu'il avait dû demander de l'aide à Marco et Sarah? Et si c'était vrai, pourquoi ne s'était-il pas confié à elle? L'idée qu'il ait souffert en silence, par fierté, pour la protéger, lui transperça le cœur. Après le dîner, Caterina se changea de nouveau, enfilant son uniforme de travail usé. Elle frappa chez la voisine du dessus, Madame Conti, qui l'aidait à garder les filles le soir quand elle n'était pas là. « Je serai de retour vers 11 heures, » dit-elle doucement. « Elles ont des devoirs, et le coucher est vers 9h30. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Madame Conti avec gentillesse. « Tout ira bien. » Ce soir-là, le Mel's Diner bourdonnait d'activité. Pour une fois, ce rythme effréné était une bénédiction. Cela lui laissait peu de temps pour ressasser les soucis de la journée. Pourtant, en servant les cafés et en débarrassant les tables, ses pensées vagabondaient. Que lui réserverait demain? Si sa sœur avait raison, l'héritage ne contiendrait pas grand-chose, mais ce n'était jamais une question d'argent. Les souvenirs revenaient pendant qu'elle travaillait. Son père, accroupi près d'elle, lui apprenant à changer un pneu. Sa voix patiente, l'aidant avec des devoirs de maths qu'elle ne comprenait pas. Son sourire fier quand elle avait ramené un trophée d'art du lycée. Sa présence silencieuse quand elle lui avait annoncé sa grossesse et la demande en mariage de David. Même après le divorce, alors que tout le monde la jugeait, Alessio ne l'avait jamais fait. « La vie n'est pas une ligne droite », lui avait-il dit un jour. « Les plus belles vues viennent après les montées les plus dures. » Quand Caterina rentra chez elle, qu'elle donna son billet à Madame Conti et jeta un œil à ses filles endormies,
Il était presque minuit. Elle savait qu'elle devait dormir. Demain demanderait toute son énergie. Mais à la place, elle ouvrit le tiroir près de son lit et sortit l'ancien album photo que son père lui avait offert le Noël dernier. « Pour que tu n'oublies pas d'où tu viens », lui avait-il dit, sa voix portant toujours l'accent marqué du Salvador, même après 40 ans passés aux États-Unis. L'album était rempli de souvenirs. Alessio, jeune immigré plein de courage et d'espoir, posant fièrement devant la station-service le jour où il l'avait acheté. Son sourire était large, chargé de fierté. On y voyait aussi Caterina, petite, juchée sur ses épaules, des barbecues ensoleillés, des gâteaux d'anniversaire, des remises de diplômes. Il avait tout immortalisé, construisant à travers les images le récit de leur famille. La dernière photo était plus récente, lui avec les jumelles, pour leur 12e anniversaire. En la regardant maintenant, Caterina remarqua ce qu'elle n'avait pas vu à l'époque. La fatigue dans ses yeux, le sourire un peu forcé. Elle referma l'album et essuya ses joues. Demain, elle devrait affronter ses frères et sœurs, son ex et les réalités froides de la succession de son père. Mais ce soir, elle s'autorisa à s'asseoir avec la douleur de son absence. « Tu me manques, papa », murmura-t-elle dans le silence. Le matin arriva sous un ciel gris et une fine bruine, en parfait accord avec le poids que Caterina ressentait dans sa poitrine. Elle avait appelé pour se déclarer malade, et son responsable l'avait averti. Encore une journée manquée ce mois-ci, et elle risquait de perdre son emploi. Après avoir serré un peu plus fort les jumelles dans ses bras pour leur dire au revoir, elle se tint devant son armoire, hésitant sur quoi porter. Sa garde-robe n'était pas faite pour les occasions formelles. Elle finit par choisir une robe noire simple, qu'elle avait portée une fois à un mariage, accompagnée de ses seules chaussures à talons, en bon état. Pendant qu'elle appliquait un léger maquillage, son téléphone sonna. C'était David. « Je réfléchissais à la situation de Ludovica », dit-il sans même dire bonjour. « Marisa et moi avons parlé, et nous pensons que les filles devraient de passer plus de temps avec nous. Les écoles de mon quartier sont meilleures. »« David, pas maintenant, » répondit-elle d'un ton sec. « Je vais à la lecture du testament de mon père. » Un court silence. « Ah oui, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. » Puis, d'un ton détaché, « Tu sais ce qu'il t'a laissé ?» Elle l'entendit, ce ton calculé sous ses mots. « Pourquoi tu demandes ça ?» Juste par curiosité, cette station-service lui appartenait, non? C'est un emplacement de choix maintenant. Voilà, il cherchait à flairer un éventuel profit, même après tout ce temps, son culot la surprenait encore. « Je dois y aller, dit-elle, mettant fin à l'appel avant qu'il n'insiste davantage. » En posant le téléphone, une nouvelle inquiétude l'envahit. Si David pensait qu'elle allait toucher de l'argent, il pourrait tenter de réduire la pension, ou pire, demander plus de garde. Le cabinet de l'avocat se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, tout en verre et en acier, comme le reste du quartier des affaires. Caterina se gara à 2 rues de là, préférant éviter de se garer à côté de la Tesla impeccable de Marco ou du SUV de luxe de Sarah. En marchant, elle tenait l'album photo contre elle, comme si la mémoire de son père pouvait la protéger de ce qui l'attendait à l'intérieur. La réceptionniste la dirigea vers le 3e étage. Dès qu'elle sortit de l'ascenseur, elle les vit, ses frères et sœurs, assis dans la salle d'attente. Ils ne la remarquèrent pas tout de suite, ce qui lui laissa un instant pour les observer. Ils ressemblaient au rôle qu'ils jouaient, des professionnels aisés, sacs de marque, emploi du temps chargé, posture assurée. Marco, grand et massif comme leur père, n'en avait pas la chaleur. Sarah, raffinée et aux traits aiguisés, portait le même regard froid que dans ses souvenirs d'enfance. Marco l'aperçut en premier. « Enfin », dit-il en regardant sa montre. Sarah leva les yeux et balaya l'apparence de Caterina d'un regard. Sa bouche tressaillit, juste assez pour laisser paraître un jugement. « Tu as l'air reposé », dit-elle d'un ton sucré mais piquant. Avant que Caterina ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Michel Riva apparut. L'homme, aux cheveux argentés et à la douceur naturelle, connaissait leur père depuis des années, pas seulement comme client, mais comme ami. « Caterina »,
dit-il chaleureusement, en lui ouvrant les bras pour la saluer. Elle répondit rapidement à l'étreinte, tentant de retenir l'émotion qui montait. « Merci d'avoir organisé tout ça », murmura-t-elle. Michel hocha légèrement la tête, puis s'adressa aux autres. « Si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer. » La salle de conférence avait un air solennel et formel, murs en bois, grande table, fauteuils en cuir soigneusement disposés. Michel Riva s'installa à la tête de la table et fit signe à chacun de s'asseoir. Caterina choisit discrètement un siège au bout, laissant de la distance entre elle et ses frères et sœurs. « Merci à tous d'être venus », commença Riva, son ton devenant plus professionnel. « Nous sommes ici pour lire le testament d'Alessio Enrique Rossi. » Il ouvrit un dossier et consulta les documents à l'intérieur. « Je vais limiter les termes juridiques. Les instructions d'Alessio étaient claires. Il n'a pas laissé une grande fortune, mais ce qu'il possédait, il l'a distribué avec soin. » Marco se pencha en avant. « Nous avons déjà consulté ses finances, Michel. Sarah et moi sommes prêts à régler les dettes restantes. » Riva lui jeta un bref regard. « C'est généreux de votre part, mais inutile. » Alessio a mis ses affaires en ordre. Il rassembla quelques feuilles. « Commençons par les dons mineurs. À Marco Rossi, Alessio lègue sa collection de manuels automobiles anciens, ainsi qu'un montant de 50 000 €. Marco cligna des yeux clairement surpris. « 50 000 ? D'où ça vient ?»« Assurance vie », expliqua Riva. « C'était une police modeste, mais elle a été entièrement versée. » « À Sarah Rossi, poursuivit Riva, il lègue sa collection de disques vinyles, ainsi qu'un montant équivalent de 50 000 €. Sarah jeta un regard vers son mari. « Les vinyles, c'est juste de la camelote sentimentale, » murmura-t-elle. « Mais l'argent, c'est surprenant. » Caterina ne dit rien, incertaine de ce qu'elle devait attendre. Peut-être lui avait-il laissé l'album photo, un souvenir. Elle n'avait jamais imaginé recevoir quoi que ce soit de valeur. Riva se racla la gorge. « Passons maintenant à la partie principale du testament. » Il la regarda droit dans les yeux. À Caterina Rossi, Alessio lègue la pleine propriété de la station-service Estrella et de tout ce qui y est rattaché. L'appartement au-dessus, le stock, les équipements et tout autre bien associé au lieu. La pièce resta silencieuse, puis Marco laissa échapper un rire bref, amer. « La station-service » dit-il stupéfait. Le visage de Sarah se crispa. « Michel, et ce terrain est un emplacement commercial de premier choix. Ça vaut bien plus que ce que Marco et moi avons reçu. Cette répartition est totalement déséquilibrée. » Riva resta calme. Alessio a été très clair. La station et tout ce qu'elle contient revient à Caterina. Caterina resta figée sur sa chaise. Son père lui avait confié l'entreprise, le fruit de toute une vie, son foyer depuis 40 ans. « C'est n'importe quoi », s'emporta Marco. « Caterina n'y connaît rien en affaires. Elle ne gère même pas ses finances personnelles. Il devait être confus. »« Il avait toute sa lucidité », répliqua fermement Riva. « Il a pris ses décisions il y a 8 mois, bien avant que sa santé ne se dégrade. » Sarah se tourna vers Caterina, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as convaincue de faire ça ?» Caterina prit enfin la parole, d'une voix basse mais assurée. « Je n'ai rien dit. Je n'en savais rien. »« Bien sûr, » ricana Marco, « tu n'avais aucune idée que tu allais hériter d'un bien qui vaut des centaines de milliers d'euros. » Riva leva la main. « Avant de continuer, il y a autre chose. Alessio m'a confié une lettre qu'il m'a demandé de lire à voix haute. » Il déplia la page et commença. « Mes chers enfants, si vous entendez ceci, c'est que j'ai quitté ce monde pour ce qui vient après. J'espère que là-bas, le café est meilleur et la pêche plus généreuse. » Un petit sourire effleura les lèvres de Caterina. Ça, c'était bien son père. Je sais que ma décision de laisser Estrella à Caterina peut vous surprendre. Marco, Sarah, vous avez tous deux bâti des vies solides et réussies. Vous avez la stabilité, des carrières, et plus que ce qu'il faut pour vivre en sécurité.
Katerina, en revanche, a traversé plus d'épreuves qu'elle ne le méritait. Un divorce douloureux, l'éducation de 2 filles incroyables en solo et des journées de travail sans fin pour subvenir à leurs besoins. Malgré tout cela, elle n'a jamais perdu son cœur, sa générosité, ni sa force. Vous voyez peut-être la station comme un fardeau, un endroit dépassé, en difficulté, mais pour moi, elle a toujours été plus que ça. Elle symbolisait la liberté, l'opportunité, le rêve que je poursuivais quand je suis arrivé dans ce pays sans rien. Estrella, c'est mon héritage, et je le confie à la fille en qui j'ai confiance pour l'honorer, non seulement la gérer, mais en comprendre la véritable signification. Katerina, ma fille, je sais que cela peut te sembler lourd, mais j'ai confiance en toi. Estrella a encore du potentiel. Regarde au-delà des apparences. Prends ton temps et souviens-toi, parfois, les plus grands trésors sont cachés en pleine vue. À Marco et Sarah, lut Riva, je laisse cette dernière réflexion. La vraie richesse ne réside pas dans l'argent ou les biens. Elle est dans les gens qu'on élève et dans l'amour qu'on donne. J'admire tout ce que vous avez accompli, mais j'espère qu'un jour vous comprendrez que le succès sans empathie n'est qu'un prix vide de sens. Avec tout mon amour, votre père, Alessio Rossi. Quand la lecture se termina, la pièce était silencieuse. Katerina sentit des larmes couler sur ses joues. Les mots de son père la réchauffaient comme une couverture par une journée froide. Marco fut le premier à parler d'une voix sèche et amère. « C'est insensé. Papa avait perdu la tête. Cette station perd de l'argent depuis des années. » Riva resta calme. Ce n'est pas tout à fait exact. Même si les bénéfices ont diminué, l'entreprise fonctionne toujours et, comme vous l'avez dit, le terrain a une valeur considérable. Sarah se pencha au-dessus de la table, son ton devenu plus doux. Katerina, sois honnête, tu ne comptes pas vraiment garder cet endroit. Si tu nous le vends, tu pourrais utiliser l'argent pour quelque chose de mieux. Un logement plus confortable, peut-être même une petite maison pour les filles. Katerina baissa les yeux vers l'album posé sur ses genoux. Le sourire de son père sur cette vieille photo, debout fièrement devant Estrella, la fixait. Cette station avait tout représenté pour lui. Pouvait-elle vraiment s'en séparer aussi facilement? « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle doucement. Marco poussa un soupir agacé. « Réfléchir à quoi ?»« Ça suffit !» intervint Riva d'un ton ferme. « Les volontés de votre père sont claires. Katerina est désormais propriétaire des lieux, et ce qu'elle en fait relève uniquement de sa décision. » Alors que la réunion touchait à sa fin, Katerina resta assise, tentant de tout assimiler. Ses frères et sœurs rassemblèrent leurs affaires. Sarah traîna quelques secondes de plus et parla à voix basse. « Pense à ce qui est le mieux pour tes filles, Katerina. Cette station tombe en ruine. On propose 25 000 €. C'est raisonnable, vu ce qui t'attend. » Katerina leva les yeux. « 25 000 pour un terrain pareil !» Sarah afficha un sourire tendu. « On essaie juste de t'aider, t'éviter le stress de gérer tout ça. »« Je vais y réfléchir, » répondit Katerina d'une voix indéchiffrable. Une fois tout le monde parti, seul Riva resta. Il lui adressa un regard bienveillant. « Ton père tenait énormément à toi, Katerina. » Elle acquiesça, encore sous le choc. « La station, elle est en mauvais état. Il y a beaucoup à faire. »« Oui, » dit Riva. « Et il a insisté pour que tu hérites de chaque partie. Il l'a répété plusieurs fois pendant la rédaction du testament. » Katerina haussa un sourcil. « Il a dit pourquoi c'était si important ?» Riva esquissa un léger sourire. « Pas vraiment, mais connaissant Alessio, il y a sûrement plus à Estrella que ce qu'on voit en surface. » Il sortit un objet de sa serviette. « Il a aussi laissé ça, uniquement pour toi. » Il lui tendit une petite enveloppe. Katerina l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une lourde clé en laiton et un mot écrit de la main familière de son père. Certaines portes ne se révèlent que lorsqu'on regarde avec le cœur. « Je t'aime, papa. » Katerina fixa les mots, troublée. Une lueur de curiosité perça son choc. « Michel !»
demanda-t-elle. Est-ce que mon père a déjà parlé de quelque chose d'étrange à propos de la station? Riva réfléchit. Pas exactement. Mais il la protégeait farouchement. Il disait souvent qu'elle représentait bien plus qu'un commerce. Il marqua une pause. Quoi que tu décides, ne te précipite pas, prends ton temps. Caterina replia soigneusement la note et glissa la clé et le message dans son sac. Je ne vends pas, dit-elle, surprise par la certitude de sa voix. Du moins, pas encore. Je dois comprendre pourquoi cet endroit comptait autant pour lui. 2 jours plus tard, Caterina se gara sur le terrain fissuré de la station-service Estrella. La silhouette familière du bâtiment l'accueillit, usée, mais toujours debout. Dans sa poche, la clé en laiton semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Depuis la lecture du testament, Marco et Sarah avaient appelé sans arrêt, augmentant leur offre à 50 000 €. Pour en finir avec cette histoire, avait dit Marco. Mais Caterina avait tenu bon. Elle n'était pas prête à tourner la page, pas encore. Elle devait comprendre pourquoi son père avait choisi de lui laisser la station, et ce qu'il voulait dire par ce message étrange sur les portes cachées. Alors la voilà un samedi matin calme, debout devant cet endroit qui, d'une manière ou d'une autre, lui appartenait désormais. Ses filles attendaient dans la voiture derrière elle, tandis qu'elle s'approchait de la devanture défraîchie. La station Estrella avait connu des jours meilleurs. L'étoile jaune sur l'enseigne délavée semblait malade, la peinture s'écaillait. Une seule des 2 pompes semblait encore fonctionnelle. Les vitrines du petit magasin étaient couvertes d'affiches jaunies et de publicités fanées. Tout dans cet endroit respirait l'abandon, comme s'il avait cessé d'attendre qu'on le remarque. Mais en se tenant là, Caterina sentit remonter de vieux souvenirs. Elle se revit, plus jeune, perchée sur le comptoir, les jambes ballantes pendant que son père encaissait les clients. Elle se souvint d'avoir appris à remplir les étagères adolescentes et des années plus tard d'avoir emmené les jumelles ici quand elles étaient petites, les voyant courir partout pendant qu'Alessio leur donnait des bonbons en cachette. « Maman, on y va !» appela la voix de Martha depuis la voiture. Caterina acquiesça et leur fit signe d'approcher. « Oui, venez !» Les filles s'avancèrent lentement, observant les lieux avec un scepticisme évident. « C'est ici ?» demanda Ludovica en fronçant les sourcils, donnant un petit coup de pied à une mauvaise herbe qui perçait à travers le béton fissuré. « Pourquoi grand-père nous aurait-il laissé une station-service délabrée ?»« Elle n'est pas cassée, » répondit doucement Caterina. « Elle a juste besoin d'un peu d'attention. » Elle déverrouilla la porte et la clochette au-dessus tinta familièrement alors qu'elles entraient. L'intérieur était sombre. De la poussière flottait dans les rayons de lumière qui filtraient à travers les vitres sales. Les étagères clairsemées contenaient quelques conserves, des snacks et des produits automobiles. Les frigos au fond ronronnaient doucement, gardant au frais une petite sélection de boissons et de produits laitiers. Tout semblait figé dans le temps. « Ça sent comme lui », murmura Martha, la voix douce, teintée de nostalgie. Caterina inspira profondément. L'odeur était reconnaissable entre toutes. Café, huile moteur, une pointe de nettoyant au citron. Son père avait mis tant de lui-même dans cet endroit. « Allons voir à l'étage », proposa-t-elle, avançant vers le fond du magasin et ouvrant une porte marquée « Privé ». Un escalier étroit menait à l'appartement du dessus. C'était petit, mais en meilleur état qu'elle ne l'aurait cru. Un salon-salle à manger combiné, une petite cuisine bien rangée, 2 chambres et une salle de bain. Le mobilier était ancien mais propre. Un jeu d'échecs sculpté à la main trônait sur la table basse. Des étagères remplies de livres, certains en espagnol, d'autres en anglais. Des photos de famille couvraient les murs, capturant des moments plus heureux. « C'est minuscule », dit Ludovica en jetant un œil dans une des chambres. « Où est-ce qu'on dormirait ?» Caterina s'arrêta. Jusqu'ici, elle n'avait pas réellement envisagé de vivre ici. Leur logement actuel était exigu, certes, mais proche de l'école et de son travail. Pourtant, en observant cet espace, quelque chose se serra dans sa poitrine. Une proximité avec son père qu'elle n'avait plus ressentie depuis des semaines. « Il faudrait être créative », dit-elle lentement.
Celle-ci pourrait être ta chambre, je prendrai la plus petite. Et en bas, demanda Martha toujours aussi pragmatique, tu vas gérer la station? C'était la grande question, en était-elle capable, devait-elle même essayer? Je ne sais pas encore, admit Caterina. D'abord, je veux comprendre ce qu'on a vraiment hérité. Elles redescendirent au magasin. Caterina passa derrière le comptoir, effleurant la vieille caisse enregistreuse, le terminal de loterie, l'étagère à cigarettes. Tout était exactement comme Alessio l'avait laissé. Et là, derrière, demanda Ludovica en désignant une deuxième porte. « C'est le bureau », répondit Caterina. La pièce était petite, juste assez pour un bureau, un classeur et un coffre dans un coin. Une pile de papier reposait sur le bureau et le calendrier au mur affichait encore le mois du décès d'Alessio. On aurait dit que le temps s'y était arrêté. Caterina s'assit dans le vieux fauteuil, faisant glisser ses doigts sur le bureau, imaginant son père assis là, dans le calme. Qu'essayait-il de lui dire avec cette note et cette vieille clé en laiton? Elle commença à ouvrir les tiroirs. La plupart contenaient des objets banals, stylos, papiers, reçus, dossiers. « Maman, regarde ça », dit Martha, debout près d'une étagère. « Ces livres, ils ne sont pas tous en anglais ou en espagnol. » Caterina rejoignit sa fille et examina les rayonnages, intriguée. Martha n'exagérait pas. L'étagère contenait des livres dans toutes sortes de langues. Caterina en reconnut quelques-unes, russe, allemand, arabe, chinois et d'autres qu'elle ne pouvait même pas identifier. « Je ne savais pas que grand-père connaissait toutes ces langues », dit Ludovica en plissant les yeux sur une reliure en cyrillique. Caterina fronça les sourcils. « Moi non plus. Il avait toujours parlé couramment l'espagnol et l'anglais. Mais au-delà, il n'avait jamais laissé entendre quoi que ce soit. Cette prise de conscience la troubla. Quelles autres choses son père avait-il gardées pour lui? Elle se dirigea vers le classeur et ouvrit le tiroir supérieur. Tout y était bien rangé. Dossiers de reçus, factures, assurances. Rien d'inhabituel. Mais tout au fond, un dossier ressortait. Il portait simplement l'étiquette « Correspondencia ». À l'intérieur, des cartes postales et lettres envoyées depuis divers pays, certaines en espagnol, d'autres dans des langues qu'elle ne pouvait pas lire. Certaines étaient adressées à son père, d'autres portaient des noms qui ne lui disaient rien. « C'est étrange », murmura-t-elle, mettant le dossier de côté. Elle aurait besoin de temps pour l'analyser. Le tiroir du bas, en revanche, était verrouillé. Elle essaya la clé du bureau, sans succès. Puis, elle se souvint de la clé en laiton. Elle l'inséra, le verrou céda facilement. Le contenu était déconcertant. Une radio à ondes courtes. Une carte plastifiée avec ce qui ressemblait à des codes de chiffrement. Plusieurs passeports, tous sous des noms différents, mais chacun portant la photo de son père, à différents âges de sa vie. Il y avait aussi un carnet en cuir, rempli d'une écriture codée, des symboles, des chiffres, des abréviations qui ne signifiaient rien pour elle. Ludovica se pencha par-dessus son épaule. « C'est quoi tout ça ?»« Je ne sais pas vraiment, » répondit Caterina lentement. « Mais on dirait que votre grand-père avait toute une autre vie qu'on ignorait complètement. » À côté du carnet se trouvait une petite pochette en tissu remplie de billets étrangers. Des euros, des yens, des livres sterling et plusieurs autres devises. Caterina fit une estimation rapide dans sa tête. Il devait y en avoir pour plusieurs milliers de dollars. « Pourquoi il aurait tout cet argent ?» demanda Martha en fixant les billets. « Peut-être il préparait un voyage ?» suggéra Caterina, même si elle-même n'y croyait pas. Cela n'expliquait pas les passeports ni les notes codées. Puis son regard se posa sur le coffre dans le coin. Il était ancien, muni d'une molette à chiffres traditionnelle. Elle s'agenouilla devant, essayant quelques combinaisons évidentes. Sa date de naissance, la sienne, même la date d'achat de la station. Rien. « Et c'est notre anniversaire », proposa Martha. Caterina tourna la molette. Dodici, 24, Dieci. Un déclic sonore. Il s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs clés USB, un petit pistolet et une pile de photos. Elle prit les photos avec précaution.
Son père posait aux côtés d'hommes en tenue militaire, certains décorés, d'autres en costume. Sur une image, Alessio serrait la main de quelqu'un qui ressemblait étonnamment au directeur actuel de la CIA, mais beaucoup plus jeune. « Maman, demanda Ludovica, c'est qui tous ces gens avec grand-père ?»« Je ne sais pas, répondit Caterina à voix basse, je ne les ai jamais vus. » Quelle vie son père avait-il menée? Tout cela laissait deviner quelque chose de bien plus vaste, de bien plus étrange que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais avant qu'elle puisse aller plus loin, la clochette d'entrée du magasin retentit. Surprise, Caterina remit rapidement les photos dans le coffre, le referma et glissa la clé en laiton dans sa poche. « Bonjour » lança-t-elle en sortant du bureau avec les filles derrière elle. « On n'est pas encore ouvert. » Elle se figea. Marco se tenait dans le magasin. Il dégageait une impatience à peine contenue. Et à ses côtés, un homme en costume coûteux tenait une pochette en cuir. « Ah, te voilà » dit Marco comme s'il la cherchait depuis le matin. « J'ai essayé de te joindre. » Caterina vérifia son téléphone. Il était en silencieux pendant qu'elles étaient à l'étage. « J'étais occupée » répondit-elle posément. « Qu'est-ce que tu veux ?» Marco désigna l'homme à côté de lui. « Voici Alberto Neri, promoteur immobilier et ami. Il est intéressé par la propriété. » L'homme en costume s'avança, main tendue, un sourire poli et bien rodé aux lèvres. « Madame Rossi, enchantée. » Caterina ne serra pas la main. « J'apprécie l'intérêt, » dit-elle d'un ton égal. « Mais je n'ai pas l'intention de vendre. » Marco poussa un soupir d'agacement. « Allez, Caterina, ne complique pas les choses. » Il désigna Alberto. « Il est prêt à t'offrir 200 000 € pour l'endroit. » Caterina resta figée. 200 000. Le chiffre résonna dans sa tête. Une telle somme pouvait tout changer. Rembourser ses dettes, assurer un meilleur logement, offrir aux filles un avenir avec moins d'incertitude. Mais elle pensa alors au tiroir, au carnet codé, au passeport, à la clé. Son père ne lui avait pas légué cet endroit juste pour se débarrasser d'un commerce en faillite. « J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, » dit-elle prudemment. Alberto garda son sourire professionnel. « Bien sûr, reprendre une entreprise, c'est un engagement sérieux. » Marco s'approcha, sa voix baissant. « Soyons réalistes, Caterina. Tu es serveuse. Tu n'as ni l'expérience ni les moyens de gérer un truc pareil. Papa t'a laissé un projet, pas un cadeau. » Caterina ne sia pas. « Les filles, » dit-elle sans quitter son frère des yeux. « Remontez un moment. Retournez feuilleter les livres. » Quand les jumelles eurent disparu, elle se tourna de nouveau vers Marco et Alberto. « Soyons clairs, » dit-elle calmement, « je ne vends pas aujourd'hui. Ni à toi, ni à aucun promoteur. Mon père m'a confié cet endroit pour une raison. Tant que je n'ai pas compris laquelle, je ne prendrai aucune décision. » Alberto se déplaça mal à l'aise et jeta un regard vers Marco. « Peut-être devrions-nous revenir plus tard, une fois que Madame Rossi aura eu le temps de prendre ses repères. »« Très bien, » répondit Marco sèchement, « mais ne laisse pas tes émotions embrouiller ton jugement. Cet endroit a besoin de tout. Nouvelle cuve, pompe aux normes, rénovation sérieuse. C'est un gouffre à argent. Je vais m'en occuper, » dit Caterina. « Et maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'ai du travail. » Elle retourna dans le bureau et rouvrit le tiroir verrouillé, l'esprit encore en ébullition. Le journal à l'écriture cryptée semblait l'appeler. Page après page, remplie de symboles, de dates, de noms. Organisés, intentionnels et pourtant impossibles à déchiffrer. « Maman ?» appela la voix de Martha depuis le couloir. « Il y a quelqu'un d'autre dehors. » Caterina referma les tiroirs précipitamment et suivit sa fille jusqu'à l'avant du magasin. Une femme se tenait près du comptoir. Elle avait une 50aine d'années, une apparence ordinaire, sauf pour sa posture droite et ses yeux incroyablement observateurs. Quelque chose dans sa présence semblait entraîné. « Bonjour, » dit Caterina, « nous ne sommes pas encore officiellement ouverts. » La femme tourna la tête et l'observa attentivement. « Vous êtes la fille d'Alessio. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle le disait qui fit hésiter Caterina.
Vous connaissiez mon père? J'étais une cliente régulière, répondit la femme avec aisance. Son accent était léger mais distinct. D'Europe de l'Est, peut-être russe. Katerina repensa aux livres en cyrillique sur l'étagère de l'étage. « Désolé, on est encore en train de s'organiser, dit Katerina prudemment. « Je me doute, dit la femme avec un sourire discret. Votre père était remarquable, vraiment unique. » Elle semblait vouloir en dire plus, mais son regard glissa un instant vers les jumelles et elle changea de sujet. « Vous allez rouvrir la station ?»« Je ne sais pas encore, » admit Katerina. La femme fouilla dans son sac, mais laissa tomber quelque chose par mégarde entre elles. Katerina se baissa pour ramasser l'objet, un passeport, pas américain. Les lettres sur la couverture étaient en cyrillique, un passeport diplomatique. « Je vais le reprendre », dit la femme rapidement s'avançant d'un pas. « Vous êtes diplomate ?» demanda Katerina en regardant la couverture. « Simple employé consulaire, rien de palpitant. » Elle sortit de son portefeuille 5 billets de $100 neufs. Peut-être pourrions-nous faire comme si cela n'était jamais arrivé. Je ne suis techniquement pas censé faire des achats pendant mes heures. Ce n'est pas nécessaire, répondit Katerina en repoussant doucement l'argent. Ne vous inquiétez pas. Votre secret est bien gardé. L'expression de la femme s'adoucit légèrement. Vous me rappelez votre père. Il savait la valeur du silence. Elle rangea l'argent mais tendit une petite carte. Pas de titre, pas d'entreprise, juste un nom et un numéro de téléphone. Si vous décidez de rouvrir l'affaire, appelez-moi. Ce serait un honneur d'être votre première cliente. Alors qu'elle quittait le magasin, Katerina fixa la carte dans sa main. C'était bizarre, dit Ludovica d'un ton plat. Katerina acquiesça. Je pense que ça a un lien avec ce dans quoi grand-père était impliqué. Katerina partagea son temps entre son travail au dîner et la remise en état progressive de la station Estrella. Elle ne pouvait pas encore abandonner son emploi, mais chaque moment libre était consacré à cet endroit. Nettoyer les rayons, inventorier les fournitures, apprendre comment tout fonctionnait. Les filles l'aidaient après l'école. Au début, elles traînaient des pieds, soupiraient. Mais au fil des découvertes, leur curiosité grandit. Peu à peu, la station cessa d'être un fardeau et devint un mystère à résoudre ensemble. Et puis, il y eut les clients, pas des clients ordinaires. Katerina commença à remarquer un schéma. Une douzaine de visages familiers qui se présentaient à des heures précises. N'achetaient presque rien, parlaient à voix basse. Beaucoup utilisaient des langues qu'elle ne comprenait pas. Elle se mit à tenir un petit carnet, notant leur apparence, leur heure d'arrivée, leurs mots, leur comportement. Un homme se démarquait, grand, au regard sévère, à la posture militaire. Il venait chaque mardi matin, toujours à 10h15 pile. Une semaine, il la salua en allemand. Lorsqu'elle ne comprit pas, il fronça les sourcils. « Votre père ne vous l'a pas appris ?» demanda l'homme, visiblement surpris. « C'est inattendu. » Mais l'enquête de Katerina fut vite interrompue par 2 complications majeures. La première, Sarah débarqua, accompagnée d'un avocat. Sa voix sucrée dégoulinait de fausse compassion. « Nous avons des déclarations de son médecin, » annonça-t-elle, « concernant son déclin cognitif. Nous ne voulons pas créer de problème, mais, légalement, le testament pourrait être contesté. » Katerina leur montra la sortie sans détour, puis elle appela immédiatement Michel Riva. « Ne t'inquiète pas, » la rassura-t-il. « Ton père a passé une évaluation cognitive complète avant de finaliser le testament. Personne ne pourra le contester. » Puis vint le deuxième choc. David déposa une demande de garde urgente. Dans sa requête, il décrivait Katerina comme instable, une femme qui avait pris de façon irresponsable le contrôle d'un commerce en faillite et qui risquait de déraciner leur fille en s'installant au-dessus d'une station-service délabrée. Quand elle l'appela pour le confronter, ses intentions devinrent évidentes. « J'ai entendu parler de l'offre, » dit-il. « 200 000 € pourraient régler pas mal de problèmes, y compris mes inquiétudes concernant l'environnement des filles. » Il ne se souciait pas des filles, il voulait l'argent. Et de toute évidence, il s'était rangé du côté de Marco et Sarah, tous unis pour la pousser à vendre.
Mais l'aide arriva d'un endroit inattendu. Stefania Vassali réapparut. Elle entra dans le magasin sans salutation, le regard concentré. « As-tu examiné attentivement les documents de ton père ?» demanda-t-elle. Caterina hésita. « Certain. Le journal dans le tiroir du bas. Tu as réussi à le lire ?» Caterina se figea. Comment Stefania savait-elle cela? Stefania remarqua sa réaction et esquissa un léger sourire. « J'ai travaillé avec ton père. Pas officiellement, mais assez étroitement. Le code est simple, un chiffrement par substitution. Utilise ta date de naissance comme clé. » La voix de Caterina était basse mais ferme. « Qui êtes-vous » ? « Une amie, répondit Stefania. Quelqu'un qui comprend que ce que tu as hérité dépasse largement le bâtiment lui-même. » Elle désigna les fenêtres du magasin. « Tu les as vues, les habitués. Ils ne viennent pas pour des chewing-gums ou de l'essence. Ils viennent pour autre chose. » Caterina hocha lentement la tête. « Il y a une raison à leur fidélité, » poursuivit Stefania. « Cet endroit remplissait une fonction très particulière. Ton père l'a tenu discrètement pendant près de 30 ans. »« Une fonction ?» demanda Caterina. « Quel genre de fonction ?»« Je pense que tu as déjà une idée, » dit Stefania. « Il ne faisait pas que vendre du carburant. » Caterina sentit son souffle se bloquer. « Il était un espion ?» « Pas exactement, » répondit Stefania, « mais il travaillait avec des gens comme moi, des personnes ayant besoin d'endroits sûrs, discrets, un terrain neutre, un relais de confiance. » Elle baissa la voix. « Il reste encore beaucoup à découvrir. L'appartement n'est pas le seul espace caché au-dessus du magasin. Et en bas, c'est là que reposent les vrais secrets. » Avant que Caterina ne puisse poser d'autres questions, le téléphone de Stefania vibra. Elle y jeta un coup d'œil. Son attitude changea immédiatement. Alerte, concentrée, urgente. « Je dois y aller, » dit-elle rapidement. « Mais écoute-moi, Caterina, sois prudente. Ton père avait des alliés, mais il avait aussi des ennemis. » Caterina plissa les yeux. « Qui me surveille ?» Stefania répondit d'un ton vague mais grave, mentionnant des personnes qui admiraient Alessio et d'autres qui s'étaient toujours opposées à lui. Avant de franchir la porte, elle s'arrêta et ajouta « La clé qu'il t'a laissée, elle ne sert pas qu'à ouvrir un tiroir. » Ce soir-là, une fois la station fermée, Caterina ramena le carnet codé à son appartement. En utilisant sa date de naissance comme clé potentielle, elle commença à le déchiffrer. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Le carnet contenait des notes détaillées sur des réunions, des échanges d'informations et des individus ayant traversé la station au fil des décennies. Rien n'était formulé de manière explicite, mais Caterina parvenait à relier les indices. Son père, cet homme qu'elle avait toujours connu comme un immigré modeste et travailleur, avait discrètement dirigé, depuis le comptoir de sa station-service, un réseau secret d'intelligence. Le lendemain, Caterina reçut 3 visiteurs inattendus, chacun confirmant l'intuition grandissante qu'elle ressentait. Le premier fut un inspecteur sanitaire, affirmant avoir reçu des plaintes anonymes pour violation du code. Il semblait étrangement déterminé à trouver des problèmes, inspectant chaque recoin jusqu'à ce qu'il la verbalise pour des infractions mineures, des détails que Caterina était certaine de n'avoir jamais vu poser problème du temps de son père. Plus tard, on l'informa que la livraison de carburant avait été annulée à cause de prétendus soucis de paiement, alors que les relevés qu'elle avait vérifiés prouvaient que tout était bien réglé. Puis, le lendemain matin, quelqu'un avait tagué des symboles grossiers et le mot « Pars » sur la vitrine de la station. Mais Caterina Rossi n'avait pas hérité que d'une entreprise. Son père Alessio lui avait appris à ne jamais reculer, surtout face à ceux qui tentaient de l'évincer. Ce soir-là, après avoir confié les jumeaux à Madame Conti pour leur sécurité, elle retourna seule à la station. Les mots de Stefania résonnaient dans sa tête. La clé n'ouvre pas que le tiroir. Pouvait-elle ouvrir autre chose? Elle commença à essayer méthodiquement chaque serrure dans le magasin et dans son appartement. Aucune ne correspondait. Dans le bureau, Caterina examina les murs à la recherche d'un indice.
Derrière le classeur, elle remarqua une légère différence de couleur sur les panneaux. Elle déplaça le meuble et vit une fine ligne dans le mur. En appuyant autour, elle entendit un clic discret. Un panneau coulissa, révélant une petite serrure. La main tremblante, elle y inséra la clé en laiton que son père lui avait laissée. Le mur sembla vibrer, puis s'ouvrit silencieusement, dévoilant un couloir secret derrière le bureau. Elle prit une lampe de poche et s'engagea dans le passage étroit qui menait à une petite salle, abritant ce qui ressemblait à un vieil ascenseur de service encore en état. Un clavier était fixé à côté. Se rappelant les conseils de Stéphania sur le journal, elle tapa sa propre date de naissance, le 12 mai 1982. L'écran vira au rouge. Elle essaya celle de son père, celle des jumeaux, même la date d'achat de la station. Rien ne fonctionna. Puis, elle repensa aux chiffres gravés sur le coffre, 24-12-10. Elle avait cru que c'était la date de naissance des jumeaux, le 24 décembre 2010. Mais si c'était au format européen, elle entra 12-24-10. La lumière passa au vert et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Caterina entra. Il n'y avait que 3 boutons, G pour rez-de-chaussée, B pour sous-sol et un simplement marqué 3. Elle appuya sur B. L'ascenseur descendit doucement, mais plus profondément que prévu. Quand les portes s'ouvrirent enfin, Caterina resta figée. Elle se trouvait dans un centre de communication entièrement opérationnel. Il y avait des ordinateurs, des récepteurs satellites, des consoles radio et des rangées d'armoires remplies de dossiers. Un mur était couvert de cartes épinglées de notes et de repères. Un autre affichait des photos. Certaines montraient son père avec des officiels, d'autres des visages inconnus. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, équipée de lignes téléphoniques sécurisées. Caterina s'approcha d'un des ordinateurs et appuya sur le bouton d'alimentation. Contre toute attente, la machine s'alluma et demanda un mot de passe. Elle essaya sa date de naissance, sans succès. Puis, quelque chose sur le bureau attira son attention. Une photo encadrée de son père devant la station Estrella, le jour de son ouverture. Sous la photo figurait une date, 15 août 1978. Elle tapa ces chiffres. L'écran se déverrouilla. L'écran se remplit de fichiers, documents, archives et ce qui ressemblait à une base de données de noms et de lieux. Mais un fichier ressortait. Il portait l'étiquette « Pour Caterina ». Elle cliqua. Une vidéo démarra. Le visage de son père apparut, plus vieux, fatigué, mais déterminé. « Caterina, ma fille », commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Si tu regardes ceci, c'est que tu as trouvé la clé, la vraie, et celle de la vérité. Tu as découvert ce qu'est vraiment Estrella, et ce que j'ai fait toutes ces années. » Il s'interrompit un instant. « Ce que je vais dire va te sembler irréel, mais c'est la vérité. Maintenant que je ne suis plus là, tu mérites de tout savoir. » Alessio se pencha vers la caméra. Estrella n'est pas une simple station-service. C'est un site sécurisé de la CIA, un centre de communication, construit en 1978, juste après mon arrivée aux États-Unis. Je n'étais pas seulement un immigré, j'ai été recruté comme agent de renseignement. Grâce à mes compétences linguistiques et à mes contacts, on m'a demandé de servir pendant une période cruciale de la guerre froide. Caterina retint son souffle. Elle avait commencé à soupçonner quelque chose, mais l'entendre de son père la bouleversa. Au fil des années, Estrella est devenue un lieu de rencontre secret pour les agents, un endroit pour échanger des informations, accueillir des transfuges et des contacts. Ces habitués que tu voyais, beaucoup sont ou étaient des agents. Je parle 9 langues. Avant de venir ici, je travaillais comme analyste en cryptographie au Salvador. L'Amérique m'a offert une chance de servir, et aussi de t'offrir une meilleure vie. La station-service était réelle, mais ce n'était pas mon vrai métier. Caterina s'appuya en arrière, tentant de tout assimiler. L'homme qui lui avait appris à changer un pneu, qui préparait son déjeuner et racontait des blagues, avait aussi été un agent secret. « Il faut que je te dise autre chose », ajouta Alessio.
Oui, la station a de la valeur, mais ton véritable héritage va bien au-delà. Pour plus de 30 ans de service, j'ai été généreusement récompensé. Je n'en ai jamais parlé, même pas à ta mère, mais j'ai économisé près de 50 millions de dollars dans des comptes offshore. Tu peux y accéder depuis cet ordinateur. J'ai aussi acheté des maisons sécurisées dans 12 pays, d'une valeur totale d'environ 75 millions. Il y a aussi une réserve d'or et d'objets rares, des cadeaux offerts par des gouvernements reconnaissants estimés à 40 millions. Et la CIA a créé un fonds à mon nom, avec 35 millions supplémentaires pour services méritoires. Katerina sentit son souffle lui manquer. 200 millions de dollars, tous dissimulés derrière la vie modeste d'un homme en jeans usés qui réparait des moteurs et ne demandait jamais plus que le nécessaire. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» murmura-t-elle à l'écran. La voix d'Alessio reprit comme s'il l'avait entendu. « Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi de vivre simplement. Il y a 2 raisons, la sécurité et les valeurs. Mon travail exigeait le secret. Une vie luxueuse aurait été risquée, mais surtout, je voulais que toi et tes frères et sœurs grandissiez avec intégrité, que vous appreniez la valeur du travail et la joie de servir les autres. » Son visage s'assombrit. Marco et Sarah ont suivi d'autres chemins. Ils ont cherché l'argent et le statut. Mais toi, Katerina, tu as affronté les épreuves et tu as choisi la bonté. Tu as fait preuve de force, de sincérité et de cœur. C'est pourquoi j'ai laissé Estrella et tout ce qui s'y rattache entre tes mains. Je sais que tu feras bon usage de cet héritage, pas seulement pour ton confort, mais pour faire le bien. Il s'adossa, le visage grave. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. Stefania Vassali est désormais ton contact à la CIA. Depuis mon diagnostic, elle veille discrètement sur toi. Elle te protège. Tu peux avoir confiance en elle. Elle t'aidera à comprendre tout cela et à suivre les prochaines étapes. Sa voix s'adoucit. Je suis désolé de t'avoir caché autant de choses, ma fille. J'espère que tu pourras me pardonner. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger et servir une mission plus grande que moi, dit son père d'une voix douce mais ferme. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, de la mère que tu es. Pour mes précieuses petites filles, tu es plus forte que tu ne le crois, plus intelligente que tu ne le penses. Tu es mon plus bel héritage. L'écran devint noir. Katerina resta figée, submergée, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Enfin, tout prenait sens. Les clients étranges, la maîtrise des langues de son père, les avertissements de Stefania, même l'empressement de ses frères et sœurs à vendre la station, tout s'expliquait maintenant. Elle s'essuya les yeux et se leva, le cœur rempli d'une détermination calme, mais farouche. Il lui restait tant à comprendre. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce secrète, un message clignotant apparut à l'écran. Le système de sécurité, resté en arrière-plan, affichait une alerte rouge. Intrusion périmètre, entrée nord. Encore une fois, intrusion périmètre, entrée nord. Son cœur s'emballa. Elle chercha un moyen de voir ce qui se passait à l'étage. Sur un mur, elle aperçut une rangée d'écrans noirs. Elle appuya sur un bouton ressemblant à un interrupteur. Les écrans s'allumèrent, montrant des images en direct des caméras autour de la station. Des caméras dont elle ignorait l'existence. Sur un des moniteurs, elle vit 2 hommes masqués en tenue sombre tenter de forcer la porte arrière. Leurs gestes étaient précis et coordonnés. Par réflexe, Katerina attrapa son téléphone pour appeler la police, mais elle s'arrêta. Si cet endroit était resté secret si longtemps, prévenir les autorités locales pourrait tout révéler. Et comment expliquer cette pièce souterraine? À cet instant, son téléphone sonna. Le nom de Stefania apparut à l'écran. « N'appelle pas la police », dit Stefania dès que Katerina décrocha. « Notre équipe a été alertée. »« Ne bouge pas. »« Il y a des hommes à l'étage, » murmura Katerina. « Ils essaient d'entrer. »« Je sais, » répondit Stefania, la voix ferme mais rapide. « Ce n'est pas la station qui les intéresse, c'est ce qu'elle cache en dessous. » Katerina regarda autour d'elle. « L'ascenseur, il est verrouillé, non ?»
Il devrait l'être, dit Stéphania. L'ascenseur et le passage sont conçus pour rester invisibles. Reste silencieuse. Le renfort arrive dans 4 minutes. Katerina garda les yeux rivés sur les écrans. Les hommes avaient forcé la porte arrière et progressèrent rapidement dans le magasin. L'un d'eux se dirigea directement vers le bureau. « Ils sont dans le bureau », chuchota-t-elle. « Ils vont trouver la porte secrète. »« Non, ils ne la trouveront pas, » assura Stéphania. « Pas sans la clé. Tu l'as » Katerina glissa la main dans sa poche. La clé en laiton était toujours là. « Oui. » « Alors tu es en sécurité. Le passage s'est verrouillé automatiquement quand tu as pris l'ascenseur. » Sur l'écran, elle vit un des hommes passer ses doigts le long du mur du bureau près de l'entrée cachée, cherchant un moyen d'ouvrir. Il semblait frustré. Il jeta un œil à sa montre, marmonna quelque chose dans ce qui ressemblait à une radio et continua de chercher. « Qui sont-ils » demanda Katerina. « Ils ont un lien avec des gens que ton père a connus. » répondit Stéphania, évasive. « Disons simplement qu'ils préfèrent que certaines informations ne soient jamais révélées. » Les deux hommes se trouvaient maintenant dans le bureau, fouillant les étagères, jetant des livres, se disputant. Ils semblaient perdre patience. « Ils abandonnent, » dit Katerina. Sur l'écran, les deux intrus se dirigèrent vers l'avant du magasin et sortirent par la porte principale. « Bien, » répondit Stéphania, « ne bouge pas, notre équipe est presque là. Ils sécuriseront le bâtiment et te raccompagneront chez toi. » Katerina pensa immédiatement à ses filles. « Elles vont bien ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit calmement Stéphania, « nous avons quelqu'un qui surveille votre immeuble. » Autrefois, l'idée d'être surveillée aurait pu effrayer Katerina, mais cette fois, cela lui procura un étrange sentiment de sécurité. « Depuis combien de temps vous nous surveillez ?» demanda-t-elle doucement. « Depuis le diagnostic de ton père, » dit Stéphania. « Il craignait qu'après sa mort, certaines personnes dangereuses tentent de t'utiliser, toi ou les filles, pour obtenir ce qu'elles veulent. Il nous a demandé de vous protéger. » En quelques minutes, Katerina vit de nouvelles silhouettes apparaître sur les écrans. 3 hommes et une femme, se déplaçant avec la même précision que les intrus, mais ils ne cherchaient rien. Ils inspectaient, sécurisaient, passaient les lieux au peigne fin. L'un d'eux parla dans une radio. Peu après, l'ascenseur se remit en marche et commença à monter. Lorsque les portes s'ouvrirent, Katerina se retrouva face à un homme grand, d'une 60aine d'années. Il avait un regard perçant et des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés. Il ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un agent de renseignement. « Madame Rossi, » dit-il en tendant la main, « je suis Giacomo Russo. J'ai travaillé aux côtés de votre père pendant 30 ans. » Katerina lui serra la main, encore sur ses gardes. Ces hommes, qui étaient-ils? Que voulaient-ils? Russo poussa un soupir las. « Allons d'abord dans un endroit sécurisé, ensuite nous parlerons de tout. »« Et ma voiture ?» demanda-t-elle. « Un de nos agents la conduira jusqu'à votre appartement, » répondit-il. « Pour l'instant, vous venez avec moi. »« Mon père, il valait vraiment 200 millions de dollars ?» Russo acquiesça. Alessio était l'un de nos agents les plus précieux. Sa couverture d'immigrés discrets tenant une station-service était parfaite. Personne ne se doutait de rien. Pendant plus de 30 ans, il a joué un rôle central dans des missions sensibles. La rémunération en reflétait l'importance. « Personne dans ma famille ne savait, » dit Katerina à voix basse. « Pas même ma mère. »« Votre mère en savait plus que vous ne le pensez, » dit Russo avec douceur. « Elle ne connaissait pas tous les détails financiers, mais elle comprenait la nature de son travail. Après sa mort, Alessio s'est encore plus engagé à maintenir sa couverture. » Ils arrivèrent devant un bâtiment administratif sans prétention à la périphérie de la ville. Mais à l'intérieur, c'était une installation hautement sécurisée, équipée d'appareils de communication semblables à ceux que Katerina avait vus sous la station. Stéphania les y attendait, désormais vêtue d'un costume formel, son attitude plus autoritaire qu'auparavant. « Katerina, dit-elle en guise de salut,
Je te dois des excuses pour ne pas avoir été totalement honnête. Le protocole exigeait le secret tant que nous n'étions pas sûrs que tu avais vu la vidéo de ton père. Qui étaient ces hommes? Redemanda Katerina. Ils font partie d'une organisation que ton père a contribué à démanteler au début des années 2000, expliqua Stefania. Ils étaient impliqués dans le trafic d'armes et des fuites de renseignements. Grâce aux opérations menées via Estrella, certains dirigeants ont été arrêtés, mais d'autres ont échappé à la justice. Ils pensent que des preuves existent encore dans la station, des preuves qui pourraient les exposer. Et ils ont raison, ajouta-t-elle. Ton père tenait des dossiers très complets. Katerina s'effondra sur une chaise, écrasée par le poids de tout cela. Donc maintenant, il me vise, juste parce que j'ai hérité de la station? Oui et non, répondit Russo prudemment. Il surveillait déjà la propriété avant même la mort de ton père. Mais quand tu as refusé de vendre et commencé à fouiller, ça les a inquiétés. Ils veulent savoir ce que tu sais. C'est pourquoi nous devons agir vite, dit Stefania. Tout ce que ton père t'a légué est légal, mais nous devons suivre les procédures pour y accéder en toute sécurité. Elle fit glisser une tablette sur la table. À l'écran, un document intitulé « Plan de succession ». Opération Estrella. Ton père avait tout prévu, poursuivit-elle. Il a défini les étapes pour transférer les actifs, protéger les documents et assurer ta sécurité ainsi que celle de tes filles. Mais maintenant, tu dois faire des choix. Katerina releva brusquement les yeux. Que voulez-vous dire? Russo se pencha vers elle. Estrella joue encore un rôle dans nos opérations actuelles. L'idéal serait qu'elle reste active. Ton père croyait que tu avais la force et l'intelligence pour reprendre le flambeau. Mais il s'est aussi assuré que tu n'y serais pas obligé si tu ne le souhaites pas. Si tu décides de te retirer, ajouta Stefania, nous déplacerons l'opération. La station pourra être vendue. Elle a de la valeur, comme tes frères et sœurs l'ont souligné. Mais avant cela, le site secret serait scellé et désactivé. Et si je reste? Demanda Katerina. Russo esquissa un léger sourire. Alors, tu seras formé. Tu recevras un soutien complet et une rémunération, comme ton père. Estrella restera dans le réseau. Et tu la dirigeras. La station continuera à fonctionner comme commerce, mais en coulisses, tu reprendras le vrai travail. Katerina hésita. J'ai besoin de temps. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour mes filles. Bien sûr, dit Stefania avec douceur, mais nous devons agir vite pour sécuriser tes biens. Les hommes de ce soir ne sont pas les seuls à chercher. Tes frères et sœurs posent aussi des questions. Ils engagent des enquêteurs, parlent à des experts financiers. « Que dois-je faire en premier ?» demanda Katerina. Russo ouvrit un ordinateur portable et lui fit signe d'approcher. « D'abord, nous verrouillons les comptes. Il nécessite une authentification biométrique. Alessio a tout préparé pour que tout te revienne, mais tu dois finaliser le processus. » Pendant l'heure qui suivit, Katerina suivit leurs instructions. Empreinte digitale, scan de l'iris, enregistrement de sa voix. Étape par étape, le système débloqua l'accès à la fortune cachée de son père. Des chiffres apparurent à l'écran, des soldes en différentes devises, des investissements, des biens immobiliers. Chaque information semblait irréelle. « Tout ça, murmura-t-elle, c'est vraiment à moi maintenant ?» Elle fixait les chiffres affichés, peinant à croire qu'ils étaient réels. « Tout ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » confirma Stefania, « même si une grande partie est dissimulée dans des structures pour la protéger des regards. » Lorsqu'ils terminèrent les premières étapes de sécurité, le soleil commençait à se lever. Katerina se sentait épuisée, mais étrangement stimulée, sans pouvoir l'expliquer. « On devrait te ramener chez toi, » dit Russo avec douceur. « Tes filles vont bientôt se réveiller. » Alors qu'ils se préparaient à partir, Stefania tendit à Katerina un téléphone élégant et crypté. « Utilise ceci si tu as besoin de nous joindre. » Katerina le prit, puis hésita. « Une dernière chose, mes frères et sœurs et mon ex-mari, est-ce que je les ai mis en danger en refusant de vendre la station immédiatement ?» Le visage de Russo se fit grave. « Bonne question, tu as de bons réflexes. Ton père disait toujours que tu les aurais. »
Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Marco et Sarah. »« Que veux-tu dire ?» demanda prudemment Caterina. Stéphania toucha de nouveau l'écran de la tablette et fit apparaître des dossiers et des photos. « Marco est impliqué dans des affaires douteuses, » expliqua-t-elle. « Certaines sont liées au même réseau criminel que ton père a contribué à démanteler. Il ne réalise peut-être pas à qui il a affaire, mais il aide à faire circuler des technologies sensibles, suffisamment pour inquiéter la sécurité nationale. »« Et Sarah ?» demanda Caterina le souffle court. « L'immobilier peut être un excellent outil pour blanchir de l'argent, » dit Rousseau d'un ton sombre. « Elle facilite des ventes de biens pour des organisations criminelles. Qu'elle sache ou non qui en est derrière ne change rien, c'est illégal. » Caterina sentit une nausée monter. Ses frères et sœurs, si pressés d'afficher leur réussite, avaient construit leur vie sur des fondations corrompues. Et tout ce temps, ils l'avaient jugée pour avoir vécu simplement et honnêtement. « Ton père l'a découvert, » dit Stéphania avec douceur. Cela l'a profondément bouleversé. Durant ces derniers mois, il a discrètement rassemblé des preuves avec l'intention de les transmettre aux autorités fédérales. « C'est pour ça qu'il m'a tout laissé, » murmura Caterina. « Pas seulement parce qu'il croyait en moi, mais parce qu'il savait qu'ils étaient compromis. » Rousseau acquiesça. Alessio te faisait confiance pour faire ce qu'il fallait, et il espérait qu'en mettant tout entre tes mains, Marco et Sarah seraient obligés d'affronter la vérité et de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. « Et David ?» demanda Caterina, la voix tendue. « Mon ex ?» Stéphania hésita avant de répondre. « La nouvelle épouse de David, Marisa, elle est liée à une agence de renseignement étrangère. Nous pensons qu'elle l'a approché à cause de ses liens avec ta famille. » Les mots frappèrent Caterina comme un coup. Marisa, celle qui appelait sa fille un fardeau, était une manipulatrice. David n'avait pas seulement tourné la page, il avait été ciblé. « Est-ce que David sait ?» demanda-t-elle. « Nous ne le pensons pas, » répondit Rousseau. « Il n'est probablement qu'un pion dans tout ça. » Donc, aucun de nous ne savait vraiment qui était mon père, dit Caterina, réalisant peu à peu le poids de la situation. Et maintenant, nous faisons tous partie de quelque chose que nous n'avons pas choisi. Ton père a tout fait pour te protéger, dit doucement Stéphania. Maintenant, nous sommes là pour t'aider, mais tu dois rester vigilant. Ces hommes d'hier soir reviendront sûrement. Et tes frères et sœurs, une fois qu'ils comprendront ce que tu sais, ils pourraient agir de manière imprudente. Lorsque Caterina rentra chez elle, Madame Conti l'accueillit chaleureusement et lui assura que les jumelles avaient dormi paisiblement toute la nuit. Caterina la remercia et la renvoya chez elle. Quand Martha et Ludovica se réveillèrent, Caterina avait pris sa décision. Elle allait accepter l'héritage de son père pleinement. Elle protégerait son travail et utiliserait les moyens qu'il avait laissés pour construire un avenir plus sûr pour ses filles. Mais elle le ferait à sa manière, avec honnêteté et conscience tranquille. « Maman, tu es rentrée tôt », dit Martha en entrant dans la cuisine. « Tout va bien ?» Caterina sourit, assise à la table. « Oui, quelque chose est arrivé. Quelque chose d'important. Et je crois qu'il est temps de vous parler un peu de la station-service de votre grand-père. » Alors que les filles écoutaient, les yeux écarquillés, Caterina leur raconta une version soigneusement choisie de l'histoire, juste assez pour leur ouvrir les yeux, sans les submerger. Et tandis qu'elle parlait, un poids lourd commença à se lever. Son père avait gardé ses secrets dans le silence. Elle ne ferait pas la même chose. Elle bâtirait la confiance, elle créerait un cercle, elle ne resterait pas seule. « Alors ?» demanda Ludovica en penchant la tête. « On est riche maintenant ?» Après que Caterina eut terminé, Ludovica la regarda et demanda « Donc, on a vraiment de l'argent ?» Caterina sourit doucement. « Oui, » répondit-elle, « mais on va l'utiliser avec sagesse, comme grand-père l'aurait voulu. Pas pour se vanter ou arrêter de travailler, mais pour avoir de la stabilité et aider ceux qui en ont besoin. »« Et tonton Marco et tata Sarah ?» demanda Martha. « Et papa, tu vas leur dire aussi ?» Caterina hésita. « C'est un peu plus délicat, » admit-elle. « Il y a encore des choses sur ton oncle et ta tante que j'essaie de comprendre. Et ton père,
Je dois rester prudente avec lui pour l'instant. À cause de Marisa, devina Ludovica. En partie, oui, acquiesça Caterina. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. On aurait pu te le dire depuis longtemps, marmonna Ludovica. Elle fait trop semblant. Caterina rit doucement, malgré tout ce qui se passait. Ses filles avaient compris le jeu de Marisa bien avant qu'elle ait des preuves officielles pour le confirmer. « Et maintenant, demanda Martha, on va emménager dans l'appartement au-dessus de la station ?»« Je pense que oui, répondit Caterina après un moment, au moins pour un temps. Il y a un peu de travail à faire, mais ce serait un nouveau départ. Et faire tourner Estrella serait une façon d'honorer grand-père. Les jumelles ne semblèrent pas du tout dérangées par l'idée. En fait, elles paraissaient plutôt enthousiastes. « On peut peindre notre chambre ?» demanda Ludovica. « Bien sûr, dit Caterina. Ce sera votre espace. » Tandis qu'elle discutait couleurs et meubles, le téléphone sécurisé de Caterina vibra. Un message de Stéphania. « Réunion à 14 h. Informations urgentes concernant tes frères et sœurs. Une voiture viendra te chercher. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Caterina avait découvert la vérité sur la station-service Estrella. Elle se tenait désormais derrière le comptoir, presque tous les matins, observant les visages familiers aller et venir. Mais maintenant qu'elle savait qui ils étaient vraiment, agents de renseignement, contacts étrangers, opérateurs, tout leur comportement étrange prenait enfin sens. Les petits achats, les conversations brèves et pleines de phrases inhabituelles, les changements de langue, tout cela faisait partie d'un scénario bien huilé. Durant ces dernières semaines, Caterina s'était formée auprès de Stéphania et Rousseau, apprenant les systèmes et les codes que son père avait discrètement gérés pendant des années. Elle avait aussi commencé à rénover les lieux, utilisant une petite partie de son héritage pour moderniser la station et l'appartement. Les jumelles s'étaient adaptées plus vite que prévu. Une fois nettoyé et éclairci, l'appartement au-dessus de la station s'était révélé plus spacieux que leur ancien logement. Ludovica et Martha avaient peint leur chambre avec des couleurs vives et disposé leurs affaires avec soin. Comme des enfants qui se sentent enfin chez elles. Elles allaient toujours à la même école. Caterina les y emmenait chaque matin avant d'ouvrir le magasin. De l'extérieur, elle ressemblait à une famille ordinaire tenant une petite entreprise. Mais en coulisses, Caterina gérait des opérations classées tout en essayant de démêler les aspects légaux de son héritage, si particulier. « Bonjour, Madame Rossi », dit un vieil homme, sans doute dans la soixantaine bien avancée, en posant un journal et un café sur le comptoir. Elle le connaissait maintenant. Ancien chef de poste de la CIA, aujourd'hui semi-retraité mais encore actif sur certaines missions. « Bonjour, monsieur De Angelis », dit-elle en souriant en enregistrant sa commande. Comme d'habitude. Il hocha la tête, puis baissa la voix. « Rousseau m'a dit qu'il y aurait peut-être quelque chose pour moi. » Caterina sortit une enveloppe scellée de sous le comptoir, livrée la veille via des canaux sécurisés. « C'est arrivé hier », confirma-t-elle. C'était ainsi que ça fonctionnait, des transactions ordinaires dissimulant des échanges sensibles. Caterina avait vite appris à repérer les schémas. Elle apprenait les signes subtils qui distinguaient les clients normaux des contacts du renseignement. Puis, la clochette de la porte sonna de nouveau. Caterina leva les yeux et vit Marco entrer. « Tu gères vraiment cet endroit ?» demanda-t-il, moitié moqueur, moitié agacé. « Bonjour à toi aussi, Marco, » répondit-elle calmement. « Oui, les filles et moi avons emménagé à l'étage. C'est moi qui gère la station maintenant. »« C'est absurde, Caterina, » ricana Marco. « Tu joues à l'entrepreneuse juste pour faire passer un message. »« Je fais ce que papa m'a demandé, » répondit-elle calmement. « Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» Marco se pencha légèrement, baissant la voix. Sarah et moi avons assez attendu. On propose 300 000 $ pour la station. C'est bien au-dessus de sa valeur, surtout avec toutes les dettes que papa a laissées. Caterina resta impassible. Il n'y a aucune dette. J'ai vérifié tous les documents avec son comptable. Tout est en ordre. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit,
Il y a des réclamations contre la propriété, Katerina. Tu n'as pas hérité d'une richesse, tu as hérité de problèmes. Alors, la personne qui t'a dit ça s'est trompée, répondit-elle poliment. Mais merci de t'en inquiéter. Avant que Marco ne puisse répliquer, la porte s'ouvrit et Stefania entra, habillée comme une cliente ordinaire. « Bonjour », dit-elle avec un sourire agréable, jetant un rapide regard à Marco avant de saluer Katerina d'un hochement de tête. « J'espère que je ne dérange pas. » « Pas du tout, » répondit Katerina avec aisance. « Mon frère s'apprêtait justement à partir. » Marco lança à Stefania un regard glacial, puis se tourna à nouveau vers Katerina. « Ce n'est pas fini. Sarah et moi avons rendez-vous demain avec un autre avocat. On est prêt à contester le testament. Papa n'était pas en pleine possession de ses moyens quand il l'a signé, et on le prouvera. » Il quitta la boutique en claquant la porte. Stefania s'approche du comptoir. Il avait l'air secoué. « Ils n'acceptent pas que papa leur ait laissé seulement 50 000 $ à chacun et m'ait confié la station, » dit Katerina. « Maintenant, ils essaient de faire annuler le testament. »« Ils auront du mal à y parvenir, » la rassura Stefania. « Ton père a pris soin de faire vérifier sa lucidité avant de signer quoi que ce soit. Mais leur comportement nous inquiète pour d'autres raisons. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis baissa la voix. « Le FBI enquête sur eux deux en s'appuyant sur les dossiers que ton père nous a transmis. Marco est impliqué dans des exportations illégales de technologie et Sarah est liée à des transactions immobilières avec des groupes criminels. Des arrestations sont proches, mais on voulait d'abord s'assurer de ta sécurité. »« Quand est-ce que ça va se passer ?» demanda Katerina à voix basse. « Bientôt, » répondit Stefania. « Dans quelques jours, on voulait juste que tu sois prête. Quand ce sera rendu public, les journalistes poseront des questions sur ton père, sur cette station. On a préparé une version des faits qui protège les informations sensibles tout en fournissant juste ce qu'il faut aux médias. » Katerina hocha la tête, sentant sa poitrine se serrer. « Et David et Marisa ?»« Marisa est surveillée, » répondit Stefania. « Une fois tes frères et sœurs en garde à vue, elle sera la suivante. On ne veut pas prendre le risque de l'alerter trop tôt. » Son ton s'adoucit. « Ton ex-mari ne semble pas savoir dans quoi elle est vraiment impliquée. Mais même dans ce cas, il sera interrogé. » À ce moment-là, le téléphone sécurisé de Katerina vibra. Elle consulta l'alerte et un frisson glacé la parcourut. « L'école vient d'appeler, » dit-elle en relevant les yeux vers Stefania. « Quelqu'un a essayé de venir chercher les filles. Le personnel a refusé. Cette personne n'était pas sur la liste autorisée. » Le visage de Stefania changea instantanément. « Je vais envoyer une équipe là-bas tout de suite. Ferme la station et attends mon appel. Ne bouge pas tant que je ne t'ai pas contacté. » Katerina acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Elle verrouilla la station et tenta de garder son calme. Était-ce Sarah qui avait essayé de les prendre? Ou Marisa? Quiconque c'était, impliquer ses filles, avait franchi une ligne qu'on n'aurait jamais dû franchir. 20 minutes plus tard, Stefania rappela. « Elles sont en sécurité, » dit-elle. « Une équipe est avec elles. L'école renforce les procédures de sortie. La femme qui s'est présentée a des liens avec Marisa. » Lorsque les filles rentrèrent à la maison, Katerina avait eu le temps de reprendre suffisamment contenance pour paraître calme. Elle ne voulait pas les affoler, mais elle devait comprendre le danger. « Quelqu'un est venu à votre école aujourd'hui et a essayé de vous récupérer sans mon autorisation, » dit-elle, alors qu'elles étaient assises dans la cuisine. « Vous devez être très prudente. Ne partez avec personne, sauf si je vous le dis moi-même. »« C'était Marisa ?» demanda Ludovica en plissant les yeux. « Elle a envoyé un texto à papa hier pour dire qu'elle voulait nous emmener faire du shopping. Mais il lui a répondu qu'on restait ici. » Katerina cligna des yeux. « Il ne m'a pas parlé de ça. »« Il a sûrement oublié, » dit Martha. « Il est bizarre ces derniers temps. Toujours stressé. Il se dispute tout le temps avec Marisa. »« Je suis juste contente que l'école m'ait appelé, » dit Katerina. «
À partir de maintenant, c'est quelqu'un de confiance qui vous conduira à l'école et vous ramènera. C'est à cause du travail secret de grand-père? Ludovica se pencha, la voix basse malgré la sécurité de leur maison. Donc, c'est vraiment à cause de grand-père? Oui, répondit doucement Caterina. Certaines personnes s'intéressent beaucoup au travail qu'il a accompli, et elles pourraient essayer de vous atteindre pour m'atteindre. Mais je ne laisserai jamais cela arriver. Plus tard dans la soirée, une fois les jumelles couchées, Caterina retrouva Rousseau et Stéphania dans la salle sécurisée sous la station. L'incident plus tôt à l'école avait accéléré leur planning. « Il faut agir contre tes frères et sœurs dès maintenant », déclara Rousseau, le ton grave. « Essayer de prendre les filles, c'est un signal d'alerte majeur. Ils paniquent, ils savent qu'on se rapproche. » « Je suis d'accord, dit Stéphania. Et il y a autre chose. La surveillance a intercepté Marco en train de rencontrer un des hommes qui ont pénétré dans la station il y a 2 semaines. Ils travaillent ensemble maintenant, ce qui augmente le danger pour toi. »« Quel est le plan ?» demanda Caterina. « Demain matin, le FBI arrêtera Marco et Sarah en même temps, » expliqua Rousseau. « Dans l'après-midi, les charges seront rendues publiques. Pendant ce temps, une autre équipe interrogera Marissa sur ses liens avec des activités de renseignement. »« Et ces hommes avec qui Marco est en contact ?» demanda Caterina. « On les surveille de près, » la rassura Stéphania. « Une fois tes frères et sœurs en garde à vue, on s'attaquera aussi à leur réseau. » Caterina acquiesça lentement, prenant le temps d'assimiler chaque mot. « Que voulez-vous que je fasse ?»« Reste ici avec tes filles, » dit Rousseau. « On a renforcé la sécurité. Quand la nouvelle tombera, les journalistes viendront chercher une déclaration. On en a rédigé une pour toi, quelque chose qui exprime ta surprise, ta coopération avec les autorités, ce genre de choses. »« Et la station ?» demanda-t-elle. « Et si quelqu'un découvre ce qu'il y a en dessous ?» L'explication officielle sera que ton père travaillait comme informateur pour des agences fédérales, répondit Stéphania. Sa richesse sera présentée comme une récompense pour son aide dans des enquêtes majeures. On ne mentionnera ni la CIA ni les opérations en cours. Il n'y a pas un autre moyen, murmura Caterina. Rousseau la regarda avec une compassion silencieuse. Ton père a longtemps lutté avec ça. Il a espéré que Marco et Sarah s'arrêteraient avant d'aller trop loin. Mais ce qu'il faisait avait des implications graves pour la sécurité nationale. Il y avait des liens avec le crime organisé. À la fin, il a choisi de protéger le pays, même si cela signifiait dénoncer ses propres enfants. « Je veux voir, dit-elle doucement, les preuves, avant demain. » Stéphania hésita puis acquiesça d'un léger signe de tête. « On peut arranger ça. » Mais Caterina, connaître les détails ne rendra pas les choses plus faciles. Cette nuit-là, Caterina resta seule et examina les preuves que son père avait rassemblées. Chaque fichier était précis, chaque donnée appuyée par des documents. Marco avait sciemment aidé à faire passer des technologies restreintes à des groupes liés à des services étrangers, empochant des millions par le biais de comptes offshore. Sarah, via son entreprise immobilière, avait blanchi plus de 100 millions de dollars pour des cartels de drogue, prélevant sa part sur chaque transaction. Lorsque le soleil se leva, Caterina avait accepté ce qu'il fallait faire. Quand Rousseau l'appela pour confirmer que les arrestations étaient en cours, elle ressentit une étrange sensation de calme. C'était la fin de la mission de son père, non seulement transmettre ce qu'il avait construit, mais s'assurer que ceux qui avaient trahi sa confiance en répondent. Les nouvelles se propagèrent plus vite que prévu. À la mi-journée, les grands titres du pays annonçaient l'arrestation de Marco et Sarah Rossi, des figures du monde des affaires désormais exposées pour trafic technologique et blanchiment d'argent. Leurs liens avec le crime international rendèrent la révélation encore plus choquante, surtout en apprenant que l'enquête avait commencé avec les documents transmis par leur propre père. Caterina garda les filles à la maison ce jour-là, sachant ce qu'elles risquaient d'entendre à l'école, d'autant plus que certains de leurs camarades avaient des parents travaillant pour ses frères et sœurs. « Grand-père savait depuis longtemps ?» demanda Martha en regardant une vidéo de Sarah menottée devant le tribunal. « Il l'a découvert pendant sa dernière année.
répondit Caterina. C'est pour ça qu'il t'a tout laissé, à toi et pas à eux, demanda Ludovica. Caterina acquiesça. Il me faisait confiance pour protéger tout ce qu'il avait construit ici, à Estrella. Plus tard dans la journée, l'appel le plus difficile arriva. La voix de David était tremblante, pressée. « Caterina, tu as vu les infos ?»« Ils ont emmené Marissa, » dit-il, la voix brisée. « Ils disent qu'elle est liée à une sorte d'espionnage étranger. Je suis assis dans une salle d'interrogatoire depuis des heures. Ils me posent des questions sur mes liens avec Marco et Sarah. »« Est-ce qu'on t'accuse de quelque chose ?» demanda Caterina. « Non, » répondit-il. « Il semble penser que je ne savais rien. Mais Caterina, c'est irréel. Toute ta famille, des espions, des criminels. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Elle sentit qu'il était sincèrement désemparé. Malgré tous ses défauts, son égoïsme, son instabilité en tant que père, David n'avait clairement pas été impliqué consciemment. Il était pris dans la déflagration, comme tout le monde. « Je ne peux pas parler de ça au téléphone », dit-elle prudemment. « Mais David, les filles ont besoin de stabilité en ce moment. Cette histoire est partout. Elles vont entendre des choses sur Marco, Sarah, Marisa. Ce qu'elles ont besoin de voir chez toi, c'est du calme, pas du chaos. » Il y eut un silence, puis sa voix changea, plus posée, presque pleine de remords. « Tu as raison. Je peux les voir. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir qu'elles vont bien. » Caterina accepta, mais seulement s'ils venaient seuls et que la visite restait simple. Pas de panique, pas de drame. Cet après-midi-là, des journalistes commencèrent à apparaître devant la station, attirés par l'ampleur de l'affaire. Caterina resta à l'intérieur avec les jumelles, reconnaissante pour la présence rassurante de l'équipe de sécurité. Stefania restait dehors, surveillant le périmètre et donnant des mises à jour. « L'avocate de Sarah essaie déjà de faire passer ton père pour mentalement instable », lui dit Stefania lors d'un point rapide. « Ils prétendent que sa maladie lui a fait imaginer des choses sur ses enfants. Ça ne tiendra pas, mais ils vont salir son nom en essayant. »« Et Marco ?» demanda Caterina. « Il essaie de négocier, » répondit Stefania. « Il propose des noms et des connexions en échange d'une peine réduite. Du pur Marco, il pense à lui d'abord. » Malgré la tempête médiatique, Caterina continua à faire tourner la station, servant les quelques clients qui continuaient à venir et poursuivant discrètement les opérations secrètes au sous-sol. Cette routine normale l'aidait à garder le cap, donnait aux filles un point de repère stable et envoyait un message clair à ceux qui dépendaient d'Estrella. La mission continuait. Une semaine après les arrestations, avec Marco et Sarah refusés de libération sous caution en raison du risque de fuite, Caterina reçut une visite inattendue. La mère de David, Patricia. « Je devais te voir », dit Patricia alors que Caterina ouvrait la porte. « J'avais besoin de comprendre ce qui se passe. David est bouleversé. Les filles doivent être perdues. Et toi, soudainement, au centre de tout ça. » Caterina avait toujours apprécié Patricia. Même après le divorce, elle était restée présente et bienveillante, n'ayant jamais vraiment accepté Marisa et prenant toujours du temps pour les filles. Elle s'écarta pour la laisser entrer et la guida à l'étage jusqu'à l'appartement. « C'est compliqué », admit Caterina une fois assise à la table de la cuisine, « mais les filles vont bien. »« C'est grâce à toi, » dit Patricia doucement. « Elles tiennent de leur mère. » Elle fit une pause, puis la regarda droit dans les yeux. « Je peux te poser une question. Tu savais tout ça ?» Caterina prit un moment pour réfléchir à sa réponse. Patricia avait gagné sa confiance. Elle méritait un peu d'honnêteté. « Je ne l'ai découvert que récemment, dit-elle. Après que papa m'ait laissé la station, j'ai trouvé des preuves, des dossiers qu'il avait conservés. C'est là que j'ai compris ce qui se passait. C'est moi qui ai contacté les autorités. Quant à Marisa, je ne savais rien avant qu'on m'informe qu'elle était surveillée. » Patricia secoua lentement la tête. « Toutes ces années, j'ai cru qu'Alessio était juste un homme tranquille qui gérait une station-service. Puis David m'appelle en parlant d'espions, d'argent caché, de pièces secrètes. On dirait un roman d'espionnage. »
Certains aspects y ressemblent, dit Caterina avec un léger sourire. Mais c'est vrai. Papa travaillait avec les agences fédérales. Il a transmis des renseignements précieux. La station était sa couverture et il a été généreusement récompensé. Et maintenant, c'est toi qui prends sa place, dit Patricia avec douceur. La station, l'argent, tout ce poids, c'est sur tes épaules. Elle tendit la main et la posa délicatement sur celle de Caterina. J'ai dit à David, il y a longtemps, qu'il était fou de te laisser partir. Tu as toujours été la plus forte, honnête, stable. Je pense que ton père l'a vu lui aussi. Non ? Caterina sentit une boule se former dans sa gorge face à cette gentillesse inattendue. « Merci », murmura-t-elle. « C'est beaucoup à porter. »« Je n'en doute pas », répondit Patricia en lui serrant doucement la main. « Dis-moi ce que je peux faire, pour les filles, ou autre chose. »« Juste être là, c'est déjà énorme », dit Caterina doucement. « Elles ont besoin de famille autour d'elles, surtout maintenant. Leur monde a changé si vite. » Patricia promit de revenir souvent, de faire tout ce qu'elle pouvait. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Tu sais, dit-elle en réfléchissant, te voir ici, à la place d'Alessio, ça paraît juste. Tu as sa force calme, sa dignité silencieuse. Cet endroit est entre de bonnes mains. » Le lendemain, une nouvelle inattendue arriva. Michel Riva appela Caterina pour l'informer que l'équipe juridique de Sarah avait officiellement retiré leur contestation du testament d'Alessio. « Avec tout ce qui a été révélé, dit-il, ils ont décidé de ne pas aller plus loin. Les accusations criminelles rendent toute bataille pour l'héritage inutile. » Il fit une pause. « Concrètement, tu as maintenant le contrôle légal total sur Estrella et tous les biens que ton père a laissés. » C'était une petite victoire, mais pleine de sens, un point stable au milieu du chaos. Pour la première fois, le rôle de Caterina n'était plus remis en question. Ce soir-là, elle s'assit avec les jumelles dans leur chaleureux salon à l'étage. L'endroit était devenu leur véritable refuge. Des photos encadrées sur les étagères, des couvertures colorées sur le canapé, des fragments de leur passé mêlés à leur présent. Ces dernières semaines ont été très intenses, commença Caterina. Vous avez traversé beaucoup de choses. La découverte du travail secret de grand-père, les arrestations de Marco et Sarah, les infos à la télé. Je veux savoir, comment vous vous sentez toutes les deux? Les filles échangèrent un long regard avant que Martha ne prenne la parole. C'est bizarre, dit-elle. À l'école, les gens disent que notre famille est pleine d'espions et de criminels. Mais grand-père n'était pas comme ça. Il aidait les gens, non? Caterina acquiesça fermement. C'était un patriote. Il a servi ce pays pendant des années, en protégeant des vies, discrètement. « Et tonton Marco et tata Sarah ?» demanda Ludovica, la voix hésitante. « Ça veut dire qu'ils sont devenus de mauvaises personnes. » Caterina prit une inspiration. Ils ont fait des choix graves. Ils ont peut-être commencé en contournant les règles et ensuite ça a dérapé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aimaient pas et ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de les aimer. Ils vont rester en prison toute leur vie ? Demanda Martha, toujours directe. Ils y seront probablement longtemps, admit Caterina. Mais vous pouvez encore leur écrire. Peut-être les voir un jour s'ils le veulent. Ils font toujours partie de notre famille. Les yeux de Ludovica se remplirent de larmes. Tout est différent maintenant. Papa est toujours énervé quand on le voit. Les gens nous regardent bizarrement. Et toi, tu tiens une station-service, mais tu fais aussi les trucs secrets de grand-père. Caterina s'approcha d'elle et les prit dans ses bras. Tu as raison. Tout a changé. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On a enfin une maison sûre. On n'a plus à s'inquiéter pour les factures, l'école ou les médecins. Et on continue quelque chose d'important, le travail de votre grand-père. C'est quelque chose dont on peut être fier. Elle fit une pause, puis sourit. J'ai réfléchi. À l'avenir, à Estrella, je veux en faire plus qu'une entreprise ou une base secrète. Je veux la renommer, la station mémoriale Alessio, la rénover, en faire un hommage à l'homme qui a tout construit.
Les visages des jumelles s'illuminèrent, les idées fusèrent. Des fresques, une nouvelle enseigne, un petit jardin. Leur enthousiasme se propagea rapidement, et pour la première fois depuis des semaines, Caterina sentit l'atmosphère s'alléger. Plus tard dans la nuit, une fois les filles endormies, Caterina descendit à l'installation secrète. Comme toujours, elle retrouva Stefania et Rousseau, ses mentors, qui l'accompagnaient désormais dans ce chemin imprévu entre vie ordinaire et responsabilité exceptionnelle. Le bureau a terminé ses entretiens avec Marco aujourd'hui, annonça Rousseau. Il a donné des noms et des contacts dans l'espoir d'obtenir un accord. Et certains renseignements sont réellement utiles. Et Sarah? Caterina savait déjà ce qu'elle allait entendre. Stefania répondit d'un ton légèrement méprisant. Sarah continuait à nier avoir su d'où venait l'argent lié à ses biens. Caterina hocha la tête sans surprise. Elle était habituée aux différences entre ses frères et sœurs. Marco, toujours froid et stratégique. Sarah, trop fière pour admettre ses fautes. « Il y a autre chose ?» dit Rousseau, changeant de ton. « Ton père t'a laissé une lettre de recommandation. C'est pour un poste au sein du programme de protection du patrimoine culturel de la CIA. » Les yeux de Caterina s'écarquillèrent. Une offre d'emploi de la part de son père, après sa mort. Stefania lui adressa un sourire doux. « Alessio pensait que tu étais parfaitement adapté. Avec ton parcours dans les arts, ta maîtrise de l'espagnol, ton apprentissage du français et surtout ton intégrité. » Rousseau ajouta « Le programme vise à récupérer des objets culturels volés et à protéger des sites historiques menacés par des trafiquants. Ce serait un poste à temps partiel pour que tu puisses continuer à gérer Estrella et t'occuper des filles. » Caterina inspira profondément. « J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. C'est beaucoup. » « Bien sûr, » approuva Stefania, « l'offre tient toujours. Ton père était très respecté dans l'agence. » En remontant, Caterina s'arrêta un instant devant la vitrine de la station, contemplant ce lieu si modeste en apparence, mais qui avait caché tant de choses pendant des années. Son père avait choisi cette vie délibérément. Vivre simplement, tout en servant discrètement un objectif plus grand. Il avait bâti une fortune, oui, mais il avait toujours donné plus de valeur à la mission qu'aux possessions. Elle s'approcha de la fenêtre, levant les yeux vers les étoiles. Quelque part là-haut, elle aimait croire que son père la regardait. Peut-être que sa mère était à ses côtés. Elle espérait qu'ils étaient fiers. « Je t'aime, papa, » murmura-t-elle. « Je ne te décevrai pas. » 6 mois plus tard, Estrella avait complètement changé. Désormais rebaptisée Station Mémoriale Alessio, elle arborait des pompes à essence modernisées, une boutique rénovée avec un petit coin café et des touches étoilées dans le design, des rappels subtils à la fois de son nom et du rôle secret qu'elle avait autrefois joué. L'activité avait triplé. Les habitants du quartier continuaient à venir régulièrement, mais des visiteurs plus discrets s'arrêtaient aussi pour des raisons bien particulières. L'appartement à l'étage avait été agrandi, offrant un vrai cocon à Caterina et ses filles. Martha et Ludovica, désormais proches de l'adolescence, s'étaient bien adaptées. Après l'école, elles aidaient dans la boutique, apprenaient l'espagnol pour se reconnecter à leurs racines et comprenaient juste ce qu'il fallait du passé de leur grand-père pour respecter les règles du secret. Caterina partageait son temps entre la station, son nouveau travail de protection du patrimoine culturel et l'éducation de ses filles. La majeure partie de l'héritage laissé par son père restait intacte, à l'exception des fonds utilisés pour rénover Estrella et lancer la fondation Alessio Rossi, un organisme offrant des bourses aux étudiants issus de l'immigration et un soutien aux anciens combattants. Marco et Sarah purgèrent de longues peines de prison. 15 ans pour Marco, 12 pour Sarah. Caterina leur rendait visite une fois par mois. Ce n'était jamais facile, et aucun des deux n'avait pleinement assumé ses actes, mais elle continuait d'y aller dans l'espoir que la guérison puisse encore émerger. David avait été disculpé dans l'affaire Marisa. Apprendre la vérité sur sa femme et sur la famille de Caterina l'avait profondément bouleversé. Même s'ils ne se remettraient pas ensemble, lui et Caterina avaient trouvé un terrain d'entente respectueux pour élever leur fille.
Stefania était devenue à la fois une amie fidèle et une collègue de confiance. Elle enseignait l'autodéfense aux jumelles et leur donnait même des cours de russe, qu'elles adoraient. Rousseau venait souvent, apportant des livres ou des objets en lien avec le nouveau travail de Katerina. Désormais, Katerina gérait elle-même l'installation souterraine. Elle avait rapidement fait ses preuves, lucide, organisée, calme même sous pression. Les agents utilisant Estrella comme centre sécurisé la respectaient, disant souvent qu'elle leur rappelait Alessio. Ce soir-là, Katerina se tenait derrière le comptoir, observant Ludovica conseiller un client sur des grains de café de spécialité, tandis que Martha réapprovisionnait les boissons. Stefania entra, les formalités n'étaient plus nécessaires. « Bonsoir, famille Rossi », lança-t-elle avec un sourire, attrapant le café que Ludovica avait déjà commencé à lui préparer. « Alors, les affaires ?» demanda-t-elle. « Stable !» répondit Katerina avec un sourire complice. « Des deux côtés. » Elles avaient développé un langage discret pour évoquer les deux visages d'Estrella. « J'ai une nouvelle », dit Stefania en baissant la voix. « L'équipe de Budapest a récupéré les artefacts. » Une vague de satisfaction traversa Katerina. Ces derniers temps, elle avait travaillé sur une affaire de manuscrits médiévaux passés en contrebande par l'Europe de l'Est. Son expertise avait permis de sauver plusieurs documents rares avant qu'ils ne disparaissent à jamais. « C'est formidable, » dit-elle. « Ils vont être rendus au musée ?» Stefania hocha la tête, reconnaissant implicitement l'experte anonyme qui avait rendu cela possible. Après son départ, et une fois les filles montées pour faire leurs devoirs, Katerina se promena seule dans la boutique. Elle observa les lieux, impressionnée par tout ce qui avait changé en seulement 6 mois. Les rénovations physiques avaient redonné vie à la station, mais le vrai changement était en elle et en ses filles. Elles étaient passées d'une vie d'angoisse financière à la gestion d'une petite fortune, de l'humiliation par des proches fortunés à la découverte d'un sens profond, fait d'héritage et d'humilité. Katerina s'arrête devant une nouvelle plaque près de l'entrée. On y voyait une photo de son père le jour où il avait acheté Estrella, accompagnée d'un message simple mais fort. Alessio Rossi, 1950 du Mila Ventidu. Immigré, entrepreneur, citoyen engagé. Son héritage ne vit pas dans ses possessions, mais dans ses principes. Ces mots résumaient tout ce que son père avait été. Et ils incarnaient la leçon que Katerina espérait voir Martha et Ludovica porter en elle toute leur vie. Avez-vous déjà trouvé de la valeur dans ce que les autres avaient ignoré ou été sous-estimé par votre propre famille avant de leur prouver qu'ils s'étaient trompés? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, qu'il s'agisse de trésors cachés en des lieux, des gens ou en vous-même. Et si la transformation de Katerina, d'une mère en difficulté à gardienne de l'héritage exceptionnel de son père, vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt, et souvenez-vous, les vérités les plus précieuses sont souvent cachées à la vue de tous, en attente de quelqu'un d'assez courageux pour les voir.